sommes ravis comme chaque jour de vous accueillir un tout petit peu avant midi pour notre émission 100% sans filtre. Vous le savez, ça se passe sur LCI. Bonjour Eric. Bonjour Magali. Et encore une fois aujourd'hui, Eric, on va partir en Iran puisque la tension est maximale au Moyen-Orient. L'armada américaine positionnée donc près du pays attend un éventuel feu vert. Donald Trump va-t-il déclencher une intervention militaire contre le régime des mollahs ? Oui, si on en croit la presse américaine. Comment réagit la rue iranienne à cette pression ? Eh bien, nous retrouverons en direct Siavosh Ghazi, vous le savez, le correspondant de France 24 et de RFI sur place. Il est en Iran, son témoignage est rare et donc précieux. Très intéressant, et sa parole se libère, signe qu'il y a en Iran quelque chose qui se passe en ce moment. D'ailleurs, il y a quelques minutes, le ministère de la guerre iranien a encore eu des propos terribles sur la riposte iranienne sur les Américains s'il y avait une menace. On va parler d'un deuxième sujet international. Figurez-vous que le très trumpiste Premier ministre slovaque, Robert Fico, a rendu visite à Donald Trump à Mar-a-Lago. Il vient de rentrer et là, un certain nombre de diplomates, de façon anonyme, des diplomates européens, disent que le Premier ministre slovaque est littéralement atterré par l'état de santé mentale de Donald Trump. Attention, c'est totalement démenti par les Slovaques, par Robert Fico lui-même, et par les Américains. Seulement, il y a quand même 5 diplomates qui attestent de cela. C'est assez intéressant, on va parler de ce sujet qui inquiète d'ailleurs même aux États-Unis la question de la santé mentale de Donald Trump. Enfin, on parlera de la politique française avec Marion Maréchal qui ne renie plus du tout le nom de Le Pen. Bien au contraire, elle s'affiche comme étant la seule et véritable héritière. Elle le dit dans un livre qui sort aujourd'hui. Pas anodin, alors que sa tante sera peut-être privée de présidentielle. Alors s'agit-il d'une grande réconciliation ou d'un coup de pression sur Jordan Bardella ? L'avis de nos éditorialistes dans un instant. Vous le savez, Brunet sans filtre. Ça commence maintenant, il y a un tout petit peu plus de midi. Mesdames, Messieurs, tous les regards sont donc une fois encore tournés vers l'Iran. Que va faire Donald Trump et son incroyable armada ? On le sait, les moyens militaires colossaux sont désormais positionnés au Moyen-Orient, depuis quelques jours d'ailleurs. Une intervention américaine contre le régime des mollahs est-elle possible ? Les dernières options avec Audrey Borda. C'est l'heure de l'ultime sommation. Donald Trump prévient que le temps est compté avant une attaque contre Téhéran, si un accord sur le nucléaire n'était pas conclu. Une autre magnifique armada navigue actuellement vers l'Iran. Nous verrons bien ce qu'il s'y passera. J'espère qu'il conclura un accord, car ils auraient dû le faire dès le début. Pour pousser l'Iran à conclure, le porte-avions Abraham Lincoln est stationné dans le golfe d'Oman. Il est accompagné de 3 destroyers et des avions de combat furtifs F-35. 6 autres navires de guerre américains sont également déployés dans la région, ce qui n'a pas l'air d'impressionner Téhéran. Nos courageuses forces armées sont prêtes, le doigt sur la gâchette, à répondre immédiatement avec puissance à toute agression contre notre terre. Les tensions entre les deux pays sont montées d'un cran, depuis la répression iranienne contre une partie de sa population, le mois dernier. Ce régime est probablement plus faible que jamais et le problème fondamental auquel il est confronté est qu'il n'a aucun moyen de répondre aux principales revendications des manifestants, à savoir l'effondrement de l'économie. Tout en étant sur sa défense, l'Iran multiplie les contacts diplomatiques pour diminuer toute menace d'intervention. Téhéran se dit favorable à un accord mutuellement bénéfique, juste et équitable. Voilà, on analysera toutes ces options militaires ou pas des États-Unis avec nos invités, nos spécialistes et Siavosh Ghazi depuis l'Iran. Il sera en direct avec nous à partir de 13h30. En attendant, le reste de l'actualité et l'enquête sur l'incendie de Crans-Montana. Le couple de propriétaires du bar Le Constellation n'est plus seul à faire face à la justice. Marie Belot est là pour nous en dire davantage. Bonjour Marie. Bonjour. Il y a 2 nouveaux prévenus qui sont mis en cause aujourd'hui. Oui, et d'après nos informations, c'est d'abord l'ancien chargé de sécurité de la ville qui va être entendu le 6 février. C'est un homme qui ne travaille donc plus dans la commune, mais qui est l'auteur de 2 rapports d'inspection du bar Le Constellation en 2018 et 2019. Et dans ces 2 rapports, il aurait pointé de nombreux manquements, 7 défauts relevés en 2018, 6 en 2019, et pourtant, le chargé de sécurité va signer positivement l'avis. La justice a donc des questions à lui poser, tout comme à l'actuel chargé de sécurité de la ville, notamment sur l'absence de contrôle de ce bar entre 2020 et 2025. Pourquoi n'y a-t-il eu aucune inspection en 5 ans? Cette question lui sera posée le 9 février. C'est une bonne nouvelle pour les avocats des familles de victimes, mais
qui intervient trop tard, d'après eux, parce que ces membres de la sécurité de la ville, eh bien, ils ont eu le temps de se préparer à ces interrogatoires. Et par ailleurs, on découvre ce matin que certaines images de caméras de vidéosurveillance de la ville n'ont pas été réquisitionnées dans les temps par les autorités et ont donc été supprimées automatiquement. C'est terrible, ça. Il y a donc des dizaines, des centaines d'images qui ont été supprimées. Il y a 250 caméras de vidéosurveillance dans la ville et les images de la nuit entre minuit et 6 heures ont été conservées. Mais tout le reste a été supprimé parce que ça n'a pas été réquisitionné dans les temps. Merci beaucoup Marie Belot. En effet, les ratés se multiplient dans cette affaire de Crans-Montana. Écoutez, il y a d'ailleurs l'avocat français de 2 victimes françaises, 2 grands brûlés. Il parle sur LCI d'une sorte de grand bêtisier judiciaire. On peut parler de bêtisier judiciaire. Depuis le début de cette enquête, on reste ébaubi par les manquements et dysfonctionnements, j'allais dire coupables. On a le sentiment qu'on est confronté à toute une avalanche de bavures judiciaires. On y reviendra également longuement dans Brunet sans filtre, aux alentours de 12h45 avec nos invités. On fera le point sur ces ratés successifs. Et puis on apprend que près de Lyon, 4 adolescents ont été mis en examen pour séquestration, torture et actes de barbarie. Ils sont soupçonnés d'avoir imposé d'horribles sévices. Ce sont les mots des enquêteurs à une jeune fille de 15 ans. Ça s'est passé lundi dernier dans un sous-sol. Cette jeune fille, visiblement, a subi un déchaînement de violence, notamment de la part de 3 adolescentes âgées de 14 à 17 ans. Et puis on parle d'une enquête, d'une histoire assez délicate qui touche les plus fragiles d'entre nous, les nourrissons. C'est l'affaire du lait infantile contaminé. Elle prend une tournure judiciaire désormais puisque c'est une association, Foodwatch, et 8 familles ont conjointement déposé une plainte au tribunal de Paris. Les industriels et le gouvernement sont accusés, en gros, de ne pas avoir agit assez rapidement sur cette affaire de lait infantile. Au centre des préoccupations, que se passe-t-il ? Eh bien, il y a des soupçons, une huile fabriquée par le fabricant chinois, le producteur chinois. La plainte déposée fait état de mise en danger, d'atteinte à l'intégrité physique des nourrissons et de tromperie aggravée. Et puis, on a une question, est-ce que les parkings des hôpitaux vont devenir gratuits ? Eh bien, un premier pas a été franchi aujourd'hui par l'Assemblée nationale qui vient d'adopter cette proposition socialiste. Regardez, c'est un reportage d'Adrien Portron. Daniel vient rendre visite chaque jour à un proche hospitalisé. Et au moment de quitter le parking... ça dépend le temps qu'on reste, mais minimum 1,50 €. Elle est obligée de régler son stationnement. Le parking de l'hôpital de Roubaix est payant depuis maintenant 1 an. Ici, la première heure et demie est gratuite pour les patients, seulement 15 minutes pour les visiteurs. Marjorie vient plusieurs fois par mois. La note est salée. Je trouve que c'est honteux. Parce qu'on n'y vient déjà pas pour de gaieté de cœur. On y va pour des problèmes de santé, pour accompagner les gens, parce que je suis auxiliaire de vie. Le parking est désormais géré par un opérateur privé, comme la majorité des hôpitaux publics en France. C'est notamment le cas ici à Dijon. Une aberration pour cette syndicate. Et il y a des gens qui ne peuvent pas forcément payer le parking, ça peut arriver aussi. Il y a des gens qui sont en grosse difficulté, en précarité, donc c'est pas simple. Les hôpitaux publics y voient un moyen de ne pas gérer ces grands espaces, souvent trop chers à entretenir au quotidien. Les rendre payants permettent aussi de réguler le flux. Voilà, nous partons au Portugal où une véritable tragédie météorologique se met en place. Le Portugal est en proie, vous le voyez sur ces images, à de violentes intempéries. La tempête Christine a balayé plusieurs régions du pays. Elle a fait au moins 5 morts et des dégâts matériels colossaux. 450 000 personnes aujourd'hui au Portugal sont toujours privées d'électricité. Et puis on va parler du foot et de la Ligue des Champions avec les 3 clubs engagés pour la dernière journée de la phase de Ligue. Regardez le titre de la Provence qui parle des performances des Marseillais hier soir. C'est assez cinglant, ridicule, parce que l'OM a été éliminé hier au terme d'un score qui lui a été infligé par Bruges, une large défaite. Donc l'OM est éliminé de la compétition. Quant au PSG, il voulait se qualifier directement pour les 8e de finale. C'est raté avec un nul concédé hier soir face à Newcastle. Le PSG qui va devoir jouer les barrages, tout comme Monaco. Il y a donc encore 2 clubs français en Ligue des Champions, même si ce sont
Les barrages. Et puis, quelques notes de musique. On voulait vous faire entendre ces quelques notes parce qu'on est tombé dessus cette nuit. Évidemment, ça a accroché notre oreille. Est-ce que vous reconnaissez ce style ? Ah oui, ça c'est Bruce Springsteen. Ouais. C'est le chanteur américain, effectivement, qui renoue avec ses grandes traditions de chansons. Son style musical est reconnaissable entre tous. Et puis, c'est une grande tradition des chansons engagées américaines. Bruce Springsteen, figurez-vous, a écrit cette chanson en urgence au cours du week-end après le meurtre d'un deuxième Américain dans les rues de Minneapolis. C'est le titre de cette chanson, Streets of Minneapolis. Il y dénonce la répression dans son pays, la répression, les mensonges officiels et le climat de peur imposé par Donald Trump. Là aussi, j'aimerais qu'on y revienne longuement dans l'émission. Parce que, vous le savez peut-être, Grégory Phillips, le chef de notre service international, est un grand spécialiste de Bruce Springsteen. Il aura pas mal de choses à nous dire sur cette chanson. Dans un instant, mesdames, messieurs, nous partons dans le département de la Corrèze, où une petite société, quand on passe devant une petite entreprise, ne paie pas tellement de mine, là, et c'est une entreprise qui vend des dispositifs qui sont disposés dans les chars, dans les hélicoptères, dans les avions de chasse. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, cette entreprise qui fait partie de la longue cohorte d'entreprises qui sont constitutives de notre défense, de la défense de la France, eh bien, vient d'être vendue pour presque 400 millions d'euros. À qui ? Aux Américains. Aux Américains. Et il y a un certain nombre d'élus, un certain nombre de politiques qui s'en offusquent. Fallait-il la vendre aux Américains ? À tout de suite. Mesdames, messieurs, c'est un droit syndical durement acquis. Vous avez le droit de savoir qui est autour de la table aujourd'hui dans Brunet sans filtre. Il y a Magali Lunel, bienvenue. Bonjour, rebonjour Magali. Il y a le général Jean-Paul Paloméros. Merci d'être avec nous, mon général. Il y a Nivine Potros, bonjour. Grégory Phillips, le patron du service international d'LCI, avec lequel on est toujours très poli quand il y a un patron, c'est comme ça. Et Pascal Perry, le patron de l'économie sur LCI. Quand il y a un patron, c'est comme ça. Mesdames, messieurs, rien n'est plus agaçant, surtout dans le contexte géopolitique actuel, que de voir un petit fleuron français. Vous savez, ce genre de petit fleuron, petite usine, petite unité de production, petite entreprise qui travaille dans le secteur de la défense, dont on ignore l'existence. Celle-là se trouve dans le département de la Corrèze, mais qui est très utile et qui est vendue pour des centaines de millions d'euros. À qui ? Aux Américains. Mais ça agace beaucoup quand on sait que cette entreprise fournit des pièces de nos chars, de nos rafales, de nos armes les plus stratégiques et les plus importantes. D'où la question qu'on va se poser. Est-ce qu'on, quoi qu'on en dise, on est pieds et poings liés avec les États-Unis en matière de défense ? Force est de constater qu'effectivement, il est très difficile d'être totalement autonome. En témoigne donc cette vente qui vient d'être scellée. Mathias Béringer. Difficile à croire, au vu de sa modeste devanture. Mais cette petite entreprise de Corrèze vient d'être vendue pour près de 400 millions d'euros. Derrière ces grilles se cache en fait un fleuron français de l'industrie de l'armement. Ici, une cinquantaine d'employés fabriquent des ventilateurs à bord d'avions militaires, d'hélicoptères de combat ou de chars. À qui l'entreprise est-elle vendue ? À un géant du secteur américain. Dans cette commune, la nouvelle ne rassure pas. Surtout quand c'est du matériel militaire. C'est très important pour notre défense. On voit ce qui se passe en ce moment avec Trump qui va attaquer tout le monde. Il vaut mieux se défendre que lui laisser le pouvoir. C'est des pays qui vont nous dépasser et ils seront au-dessus de nous. Et en fin de compte, voilà. Cette vente, validée par le gouvernement, intervient alors que les enjeux de souveraineté militaire et que la question du réarmement de la France sont au cœur de l'actualité. La France aurait-elle cédé son savoir-faire ? Non, nous affirme le ministre de l'économie qui a donné son feu vert pour la vente de l'entreprise à certaines conditions. Toute décision stratégique pourra être bloquée par l'État. Par ailleurs, évidemment, le fait que cette entreprise continue à produire en France, le fait que des contrats stratégiques soient protégés, tout ça, c'est prévu par l'accord. En clair, selon le gouvernement, pas de délocalisation, pas de transfert de savoir-faire. La France peut mettre son veto à toute décision qui irait à l'encontre de son intérêt. Ça, c'est assez rare. Il faut vraiment que le deal soit stratégique pour qu'on ait cette condition-là. Ce n'est pas une première pour cette entreprise. Elle avait déjà été vendue une première fois à un fonds d'investissement américain pendant plus de 10 ans, au tournant des années 2000. Pascal, avant de voir le côté militaire et stratégique, est-ce que ça veut dire que sans le roi dollar, on n'est rien ? Alors, je crois qu'il n'y a pas de relation avec le sujet, là.
Enfin, ça peut être une histoire c'est-à-dire que nous, on n'a pas les fonds en France pour non, alors ça, voilà, la question c'est peut-être qu'on manque de fonds propres. Enfin, je regardais la valorisation de l'entreprise, elle fait une vingtaine de millions d'euros de chiffre d'affaires. On parle pas de bénéfices. Elle est revendue 400 millions. Pardon, mais pour ceux qui en sont propriétaires, c'est le coup du siècle, dollar ou pas dollar. Vous voyez ce que je veux dire ? Je pense pas que ce soit une histoire de fonds propres. Je pense que c'est une opportunité de marché. Mais on va tout de suite se rassurer. Je donne mon point de vue qui n'est peut-être pas partagé par les militaires, mais c'est pas une entreprise stratégique. Certes, elle est au GIFAS. Certes, il y a un agrément défense nationale. Mais moi, j'ai connu à Brive, puisque c'est ma terre d'origine, une entreprise qui s'appelait Photonis, qui est également un opérateur de la défense nationale, vision nocturne, imagerie médicale, ça c'était stratégique. Mais pardon, fabriquer des ventilateurs, c'est substituable. Je suis pas d'accord avec vous. Je suis pas d'accord avec vous et je vais laisser le général. Ça fait 48 heures, ça fait 2 jours de suite qu'on est en désaccord. Eric, ça devient inquiétant. Ça va mal finir. Ça va mal finir. Bon, mon général. Non, les deux exemples pris sont bons parce que Photonis, effectivement, c'est au cœur de capacités vraiment stratégiques, et l'optronique, etc. Là, c'est moins évident. Malheureusement, on ne mesurera la dimension stratégique de cette affaire que si on a un problème dans notre chaîne d'approvisionnement. Ça veut dire qu'on a, évidemment, il y a des tas de gens qui se penchent sur la question. Moi, je jette pas l'opprobre ni à la délégation générale pour l'armement. Ils connaissent très bien ces sujets. Mais à un moment donné, effectivement, il y a un choix capitalistique, il y a un choix, il y a une analyse profonde. Est-ce qu'on trouve ces produits ailleurs ? C'est ça la question. Est-ce que c'est substituable ? Est-ce que c'est substituable ? C'est ça la question. Quand on fait un Rafale, il y a peut-être des milliers de pièces qui sont fournies par des centaines d'entreprises sous-traitantes du Rafale. Bon, alors bien sûr, une diode qui s'allume sur le tableau de bord du Rafale, c'est pas un élément stratégique en matière de défense, mais elle est constitutive d'un tout. Elle est constitutive d'un tout qui s'appelle le Rafale. Oui, mais la question, c'est celle que pose le général et que pose moi. Est-ce que c'est substituable ? Mais si les Américains mettent 400 millions d'euros pour cette petite entreprise qui est en Corrèze dans votre département, c'est parce qu'ils ont, on a vu les images. Ils ont un marché considérable. Enfin, je connais pas précisément intimement cette entreprise, mais je vois pas un savoir-faire qui soit non copiable, non reproductible, si vous voulez. C'est très intéressant ce que vous avez dit sur Dassault. Si vous aviez raison, Pascal, je vais vous porter une terrible attaque dont vous ne vous remettrez jamais. Si vous aviez raison, les Américains ne mettraient pas 385 millions de dollars pour acheter cette petite PME qui fait 20 millions de chiffre d'affaires en Corrèze. Oui, mais vous voyez, sur Photonis, il y a eu des attaques aussi. Il y a eu des OPA hostiles, des ambitions étrangères. On a dit non. C'est-à-dire que là, on a compris qu'il y avait un véritable enjeu, c'est-à-dire un savoir-faire, une technologie. Photonis dont vous parlez, c'était l'entreprise qui faisait c'est celle qui fait la vision nocturne. La vision nocturne, le général vous le dira, c'est absolument central. On est à la pointe. On est très fort dans nos technologies. On est extrêmement fort dans ce domaine. Donc il y a des entreprises qu'il faut maintenir dans le périmètre national. Il y en a qui peuvent être vendus. Et s'il y a un agrément aujourd'hui, évidemment, c'est qu'il y a une bonne raison. Mais vous évoquez le cas de Dassault. Vous savez, dans le dossier de l'avion de coopération européenne, dont le nom m'échappe, mais le SCAF, voilà. Vous avez des frottements entre Dassault et Airbus. Vous avez 2 boîtes françaises. Pourquoi ? Parce qu'il y a un enjeu de contrôle de la technologie, de partage de la technologie. Les uns et les autres ne veulent pas donner leur techno. Donc quand c'est sérieux, Eric, je réponds à votre attaque sans précédent, d'une violence sans précédent. Quand il y a une problématique de savoir-faire, eh bien, l'État et les entreprises savent faire. Regardez, général, ça crée la polémique quand même, parce qu'il y a certains élus, il y a des personnalités politiques qui s'en émeuvent. Par exemple, Jordan Bardella. Voilà ce qu'il dit. Alors que le réarmement de la France est une nécessité vitale, alors que le monde qui vient remet en cause toutes nos certitudes, les macronistes approuvent la vente d'un actif stratégique au cœur de l'industrie de défense française, sans aucune contrepartie et malgré les réticences de la Direction générale de l'armement. Jean-Luc Mélenchon, de ce côté, un gouvernement insoumis vérifiera toutes les autorisations de cette nature et saisira autant que nécessaire la Cour de justice de la République pour ce genre de cession plus que discutable, et là le mot est important,
à l'adversaire américain. Ben oui, Est-ce que parce ce sont que- des indignations que vous pourriez partager alors, ou ce qui c'est est- excessif? Ce qui est intéressant en général, c'est que le deal se close, comme on dit dans le monde des affaires. Vous avez vu comme je parle bien. On fait un closing. Ah ouais, je parle bien en finance. Hein. Le deal se close, donc le deal se signe à la mi-décembre. Il n'y a pas encore les rodomontades trumpiennes sur le Groenland, vraiment à la mi-décembre. Un peu, mais moins. Mais maintenant, on se prend ce truc comme une gifle, quoi, parce que symboliquement, waouh, le symbole. Et d'abord, mais c'est vrai, on reprend conscience, et c'est pas faute de l'avoir dit sur vos plateaux, de l'intérêt vraiment stratégique au sens le plus large du terme de l'industrie de défense. C'est une industrie productive et on tombe à chaque fois sur la même question, c'est-à-dire viabilité économique de chacune de ces entreprises, capacité à l'export. C'est acheté par les Américains. On peut espérer, par exemple, dans les hélicoptères, pour prendre un autre domaine, on vend beaucoup d'hélicoptères à l'export. Les premiers, d'ailleurs. Et de l'autre côté, un élément dont on n'a pas encore parlé, mais qui est central, puisqu'on parlait du Rafale, c'est ce qu'on appelle les règles ITAR. Les règles ITAR, ça veut dire que si vous avez des composants américains sur vos systèmes d'armes, ils peuvent vous interdire de les exporter. Ah oui, alors ça, ils sont extraordinaires. Et donc, on a été amené, et je faisais partie un peu de cette aventure, à désitariser en quelque sorte tout ce qui est sur le Rafale. Vous parliez des diodes et compagnie, c'est un long chemin, mais c'est un chemin vertueux parce que ça amène à se poser des questions, effectivement, sur le rôle, la plus-value de chaque société. Ma question quand même, est-ce que l'indignation, vous pourriez la partager ou elle est excessive de ces personnalités politiques? Honnêtement, c'est un peu trop facile parce qu'il faut voir le problème dans son ensemble. Il faut remonter au sous-investissement, etc. On ne peut pas... On n'a pas les structures, ça vous le direz mieux que moi, capitalistiques aujourd'hui d'investissement qui permettraient de couvrir 100% du besoin. Et les besoins sont énormes. Et donc, il y a des choix permanents à faire. Et ces petites boîtes, on ne se rendra compte qu'elles sont stratégiques que le jour où elles nous manqueront. C'est ça le problème. Donc vous nous dites bien qu'un hélicoptère fabriqué par le Airbus hélicoptère, par exemple, voilà, qui aurait parmi ses composants ces milliers de composants qui auraient 2 ou 3 diodes, prenons un truc simple, qui viendraient des États-Unis, les Américains pourraient bloquer l'exportation de cet hélicoptère fabriqué par Airbus, par exemple. Et vous savez, l'extraterritorialité de la loi américaine s'étend aussi dans ce domaine. Ça s'appelle les règles ITAR. Et maintenant, on en est conscient. On n'a pas attendu les rodomontades, comme vous dites, du président américain. Ça fait plusieurs années qu'on sait que c'est difficile. Et si on arrive à vendre le Rafale comme on le vend aujourd'hui, et j'en suis fort heureux, c'est bien parce qu'on est allé dans cette voie. Et d'ailleurs, les pays donc dans le Rafale, il n'y a plus de diode américaine, pour faire simple, pour faire... je ne peux pas vous dire à 150%. On s'est débrouillé pour le rendre exportable, quoi. En tout cas, c'est le cas, puisque... Pour l'instant, en tout cas, on l'exporte et on l'exporte bien. Et où on veut. Et pardonnez-moi, que ne le fait-on pas? Parce que là, il y aura donc des ventilateurs français qui équiperont, je sais pas, des chars, des avions, des hélicos américains. Oui, est-ce qu'on peut, dans un bras de fer avec les États-Unis, dire la même chose? Attention, vous avez un ventilateur français, made in France, donc on décide de l'utilisation de cette arme. Oui, pas mal. Merci, Grégory Phillips. Ce que je comprends, c'est qu'on n'a pas choisi cette stratégie depuis de très longues années. D'abord, ça se situe quand même plutôt au niveau européen. Enfin, disons qu'il y a les deux niveaux, comme d'habitude, le niveau national et le niveau européen. On n'est pas rentré dans cette stratégie. Peut-être faut-il le faire d'ailleurs, mais on ne peut le faire que lorsqu'on a atteint soi-même une certaine autonomie stratégique. Parce qu'avant, on est à risque. Évidemment, c'est trop facile pour les Américains de dire « Ah, vous voulez vraiment pas le faire ? Bon, bah, écoutez, c'est pas grave, on va aller acheter nos hélicoptères, nos ventilateurs ailleurs. » Donc mais juste au-delà de cet exemple, est-ce que Nivine, on est réellement dépendant des Américains? Eh bien non, pas vraiment, parce qu'en réalité, eh bien la France est le pays européen le plus souverain. On importe très peu d'armes américaines sur notre territoire, puisque Paris se fournit à 90%, soit en Europe, soit directement au sein de sa propre production. La majorité de nos armes, elles sont produites sur notre sol. On en achète un peu à nos voisins. Seuls 10% des armes que nous achetons viennent de fournisseurs non européens, principalement américains. L'année dernière, par exemple, nous avons acheté seulement 6,2 milliards de dollars d'armement aux États-Unis. La France, elle a du mal à se passer de
quelques avions, les avions Hercule. On a du mal aussi en matière de drones à faire sans les drones Reaper, par exemple. On en a 12. Pour le moment, il n'existe pas d'alternative française ou européenne. On achète aussi aux Américains des missiles Hellfire. Et même sur notre futur porte-avions qui va succéder au Charles de Gaulle, eh bien, il y aura un peu d'Américains. Pourquoi ? Parce que les Américains, aujourd'hui, ils sont les seuls à faire des catapultes qui permettent aux avions de décoller. Pour le reste, on peut s'enorgueillir, nous sommes autonomes. Ces dernières années, nous avons réduit d'un tiers, c'est énorme, d'un tiers nos importations de matériel et de défense en provenance des États-Unis. Donc ça veut dire que les mauvais élèves, ce sont nos voisins. Bah oui, parce que, par exemple, les Allemands, les Polonais, les Britanniques, les Danois, ils sont très dépendants des armes américaines. Et ce qui est très paradoxal, c'est que parfois ils achètent des armes américaines alors que nous, Français, nous les produisons et qu'elles sont, eh bien, tout aussi qualitatives. C'est le cas, par exemple, des Mamba pour la défense aérienne. Les Mamba français, ils sont très performants, mais les Allemands, eh bien, ils préfèrent acheter des batteries patriotes. Nous, Français... Non, mais attendez, ne me dites pas de choses comme ça. Vous savez que ça allait être d'éternel débat. Je pourrais pleurer quand je vois le... Alors, franchement, hein, je donne jamais des leçons de patriotisme aux uns et aux autres. Ça veut rien dire, le patriotisme. C'est toujours l'ultime argument qu'on invoque. Hein, tu veux pas payer tes impôts, t'es pas patriote. Tu protestes contre la politique fiscale, t'es pas patriote. Il y en a un peu marre de l'utilisation abusive de ce terme. Mais là, que les Allemands, que les Danois, avec les F-35 américains, se fournissent prioritairement auprès des Américains en méprisant le matériel de haute qualité français ou autre, c'est scandaleux. Voilà, j'ai terminé, pardon, Nivis. Non, mais vous avez raison de le dire, c'est scandaleux. Ils pourraient acheter français. Résultat, nous, quand on vend à qui ? Eh bien, on vend pas aux Européens, on vend aux Asiatiques, aux Indiens notamment. On vend également au Moyen-Orient. C'est quand même paradoxal de ne pas servir nos propres voisins. Vous avez raison, parce que quand on regarde les premiers marchés, après il y a eu la guerre en Ukraine qui a changé la donne, mais les premiers marchés des Rafales, c'est l'Inde, c'est des pays du Golfe Persique, c'est plutôt des pays du Sud, comme on dit, en tout cas des BRIC, mais c'est pas nos amis européens, hein, en général. Avouez qu'il y a de quoi s'agacer fortement. Dans ça. Honnêtement, on est tous agacés, et en ce qui me concerne, depuis trop longtemps. Prôner l'autonomie stratégique, alors à une époque où personne n'en parlait, parce que c'était, oh là là, surtout pas. Vous savez que on a exclu, et c'est un peu le problème de la construction du modèle européen, on a exclu la défense des débats européens. Donc on n'a pas construit une idée commune d'un objectif, d'une stratégie. Et bien entendu, l'autre élément, il est connu de tous, c'est on achète la sécurité, et évidemment, en achetant, ce qui est faux aujourd'hui à mon avis, en achetant américain, on s'achète de la sécurité. Sauf que il y a un président qui s'appelle Donald Trump et qui met beaucoup d'imprévisibilité derrière tout ça, et il est peut-être le temps de renverser un peu la table. La bonne nouvelle, c'est qu'on a les moyens. Dans les avions de transport, dans les avions de combat, il y a des tas de domaines. Notre industrie, elle est bonne, elle est performante autant que ça puisse se faire sur des séries qui sont assez courtes. Maintenant, il faut la volonté. On vend pas assez. Il y a 500 exemplaires de F-35, si ça peut vous faire pleurer. 500 exemplaires de F-35 qui ont été commandés par les pays européens. Vous croyez 500 F-35, c'est révoltant. Sur notre petite boîte corrézienne, là, j'ai cherché. Je dois vous dire que j'ai eu du mal à trouver un bilan actualisé. Alors, vous savez, on est dans un domaine qui est un peu sensible. Les 20 millions d'euros, c'est le dernier bilan, c'est l'avant-dernier bilan publié 2020. J'en ai trouvé un autre. En 2023, il y a une très forte croissance dans cette entreprise, et puis elle a une particularité qui nous a peut-être échappé, qu'il faut donner à ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Elle fait 60 millions de dollars de chiffre d'affaires, ça fait 50 en euros, mais elle vend plus d'un tiers de sa production déjà aux États-Unis. D'accord. Parce que le PDG fait du business là-bas. Oui, elle a déjà effectivement un volant d'affaires extrêmement significatif. Et puis elle a une autre particularité, c'est qu'elle a un EBITDA. Alors c'est un mot un peu barbare. Earning before interest, taxes and direct amortization. Je le dis avec l'accent français pour que tout le monde comprenne. C'est avant les investissements, la fiscalité, c'est ce qu'on appelle en français l'excédent brut d'exploitation. Et c'est ce qui détermine en partie la capacité d'autofinancement d'une boîte. Et donc, elle a un EBITDA, pour reprendre cette expression, qui est très élevé, ce qui explique que sa valorisation
par les acheteurs soit elle-même un peu au-dessus de ce qu'on aurait pu imaginer. Donc, mesdames, messieurs, si vous nous rejoignez, vous n'êtes pas dans un cours de comptabilité pour devenir commissaire aux comptes. C'est bien Pascal Perry, un journaliste économique d'LCI qui vous parle. Et l'affaire est assez grave derrière les petits sourires amusés qu'on peut avoir de temps en temps quand on parle de l'actualité, puisque c'est une société assez discrète qui est en Corrèze, une entreprise de quelques dizaines de salariés, qui est dans le secteur de la défense, LMB, qui fabrique des pièces de refroidissement, des ventilateurs pour des armes, pour des chars, pour des hélicoptères, pour des Rafales, donc des dispositifs probablement de très haut niveau. Je vous parle de ventilateurs, c'est des pièces de très haut niveau qualitatif, très spécifiques, et qui vient d'être vendues aux Américains pour presque 400 millions d'euros. Et ça émeut beaucoup les oppositions en France, les oppositions politiques du RN, de la France Insoumise et d'autres. Voilà l'actualité, voilà pourquoi vous avez eu ce cours de comptabilité de l'ami Pascal Perry. Et du coup, on se demande si Mark Rutte finalement n'avait pas raison. Vous vous souvenez, il y a quelques jours, le patron de l'OTAN disait « Arrêtez de rêver, on dépend des Américains et c'est comme ça ». On se rappelle ces propos ? Si quelqu'un ici pense que l'Union européenne ou l'Europe peut se défendre sans les États-Unis, qu'il continue à rêver. C'est impossible. Nous avons besoin les uns des autres. Et pourquoi avons-nous besoin les uns des autres ? Je vais vous le dire. Parce que les États-Unis ont également besoin de l'OTAN. Ils font partie de l'OTAN pour que leur pays reste en sécurité. Ils ont besoin d'un Arctique sûr. Ils ont besoin de sécuriser l'Atlantique. Et ils ont également besoin de vous sécuriser. Voilà, ça n'avait pas plu. La France avait aussitôt réagi par la voix de Jean-Noël Barrot, mais finalement, est-ce qu'il n'a pas raison ? Non, je crois pas. Et tout à l'heure, vous avez dit un mot important en matière de souveraineté, notamment de défense. Il faut la volonté. Souvenez-vous, au début de la guerre, on s'est aperçu qu'on produisait plus de poudre pour les obus. Il y a eu une volonté politique et industrielle de relancer l'industrie de la poudre à Bergerac avec une usine. Et alors ça a mis un peu de temps, etc. Mais maintenant, on produit notre propre poudre, on n'est plus obligé de l'importer. Il y avait autrefois, ça existe toujours, ça en général, la SNPE, Société Nationale des Poudres Explosifs. Ça devient un truc, ça devient presque SNCF. C'est un autre nom, mais c'est une excellente société. Et c'est public, non, c'est pas public, c'est une boîte privée. Je pense qu'elle est privée. Elle est privée, c'est une entreprise privée. Et au début de la guerre en Ukraine, pour produire des obus, on n'avait plus de poudre. On n'avait plus de poudre. Donc on s'est dit, il faut relancer l'activité. En l'occurrence, je crois que c'est à Bergerac, il me semble. Ça. Oui. Ça se fait beaucoup dans le sud-ouest, parce qu'on a les forges de Tarbes qui fabriquent la partie métallique dans laquelle on met la poudre. Donc je pense qu'on a connu, nous, je reviens vers vous, quand je pense qu'on a connu les années 70 où l'opinion publique, les touristes qui venaient en France avaient des autocollants antinucléaires et où il fallait pas vendre d'armes. Fallait pas vendre d'armes, c'était tellement... Et là, on est en train de s'enorgueillir en 2026 d'être le deuxième exportateur d'armes du monde, derrière les États-Unis. C'est un vrai débat. Il faut déclassifier aujourd'hui l'investissement dans la défense nationale qui n'est pas ESG, vert, éco-responsable et socialement responsable. Faut au contraire encourager le fléchage des capitaux français vers cette industrie de la défense pour une autre raison, c'est qu'elle est innovante et que les innovations dans le domaine militaire passent en général dans le domaine civil. C'est ce qui produit aussi du progrès. Et puis c'est des emplois. Ma femme qui travaille dans la lunette dit toujours que les innovations viennent en matière d'optique viennent très souvent des pays qui ont des dispositions, des armes. Par exemple, Israël, les États-Unis sont pourvoyeurs d'innovation dans le domaine optique. Parce que quand on fabrique des armes, vous parliez tout à l'heure de la vision nocturne de nuit, etc. Il y a des applications civiles derrière. Et puis c'est des emplois. Il faut quand même pas en dehors des questions de souveraineté, etc. Ça crée des jobs et des bons jobs. Merci beaucoup. Allez, vous restez avec nous évidemment. Brunet sans filtre continue. On se retrouve dans quelques minutes. On va revenir sur l'enquête sur Grand Montcatana parce que ça avance. Il y a 2 nouvelles personnes qui sont mises en cause. Et puis les ratés décidément dans cette enquête se multiplient. On vient d'en apprendre une nouvelle, un nouveau raté, pardonnez-moi. Figurez-vous que les images des caméras vidéosurveillance qui sont cruciales pour mener une enquête sur un incendie, là en l'occurrence, eh bien une partie de ces images ont été effacées. Et oui, vous avez bien entendu, on fait le point dans un instant. À tout de suite. Mesdames, Messieurs, cette co-présentatrice s'appelle Magali Lunel. Cette éditorialiste-là s'appelle Isabelle Saporta.
Face à elle, elle a un autre éditorialiste, Renaud Pilat, dont il faut se méfier. Il est parfois très dur et très cruel. Mais nous avons également autour de la table Marie Belot du service police-justice d'LCI TF1. Je dis cela pour que vous vous installiez confortablement devant votre écran plat, mesdames, messieurs, car nous allons maintenant parler d'un sujet qui ne porte pas tellement à la gaudriole, qui est un sujet extrêmement grave et qui n'en peut plus de gagner en gravité. C'est l'affaire de la Saint-Sylvestre à Crans-Montana en Suisse, car nous découvrons encore et encore et encore des dysfonctionnements qui confinent à, bon, je veux pas faire le complotiste, mais enfin, beaucoup de dysfonctionnements. Voilà, beaucoup de dysfonctionnements. Mais on avait l'avocat de 2 victimes françaises, 2 grands brûlés qui étaient sur LCI ce matin. Alors lui, il n'hésite pas à qualifier ces ratés de l'enquête. Il parle carrément de bêtisier judiciaire. Écoutez. On peut parler de bêtisier judiciaire. Depuis le début de cette enquête, on reste ébaubi par les manquements et dysfonctionnements, j'allais dire coupables. On a le sentiment qu'on est confronté à toute une avalanche de bavures judiciaires. Alors Marie Belot. Bêtisier, avalanche de bavures. Ouais, Marie Belot, bêtisier, avalanche de bavures. Qu'est-ce qui s'est passé? Quels sont encore les éléments nouveaux qui font de cette affaire une affaire qui devient catastrophique? Le volet judiciaire, il y a déjà la catastrophe épouvantable que la Suisse et l'Europe n'est pas prête de digérer la nuit du 31 au 1er, mais par ailleurs, ça devient vraiment guignolesque dans la façon dont la Suisse prend en charge les questions judiciaires. Oui, il y a encore cette nouvelle information qui nous parvient ce matin et qui effectivement n'est pas très glorieuse pour les enquêteurs suisses. Il y a dans cette ville de Crans-Montana 250 caméras de vidéosurveillance. Dans le cadre de cette enquête, il y a donc eu, ça très rapidement, ça a été fait normalement, des réquisitions d'images pour essayer de comprendre ce qui s'est passé au moment des faits. Donc les enquêteurs ont demandé des images de minuit à 6 heures. Sauf que, en avançant dans leur enquête, le 15 janvier, les enquêteurs ont demandé à la mairie de récupérer de nouvelles images dont ils avaient besoin pour poursuivre les investigations. Et là, la mairie leur a répondu, mais nous, la réglementation, c'est qu'au bout d'une semaine, les images s'effacent automatiquement, sauf si elles ont été réquisitionnées par les autorités. Donc les autorités n'ayant pas demandé suffisamment largement les images de ce soir-là, se retrouvent aujourd'hui coincées parce que les images ont été effacées. Par exemple, l'un des enjeux de la récupération de ces images, c'est qu'on cherche à savoir combien de jeunes se trouvaient dans cette boîte ce soir-là. Parce que les normes, c'était, je crois, 150 ou 200 personnes maximum, ou 100 en haut, ou 100 en bas, je ne sais plus. Autorisé. Et sur le site, le bar se vantait de pouvoir accueillir 400 personnes. Donc, l'un des enjeux de cette enquête, ça va être de comprendre combien de personnes étaient présentes ce soir-là, s'il n'y en avait pas trop par rapport à ce qui était possible en termes de sécurité. Donc, il aurait fallu avoir les images avant minuit. Avant minuit, parce que qui sortait. Pour pouvoir quantifier combien de personnes sont rentrées, parce qu'en plus, on le sait, même s'il y avait un videur à l'entrée, on nous dit qu'il y avait une porte dérobée, que certains jeunes avaient l'habitude de rentrer par une porte dérobée pour aller faire la fête sans passer par le videur. Donc, c'est un élément important de l'enquête de savoir combien de personnes sont rentrées. Mais la fête, elle n'a pas commencé à minuit. Il aurait fallu réquisitionner les images plus tôt dans la soirée, voire même toute la journée entière, ce qui n'a pas été fait. Et aujourd'hui, évidemment, ça fait polémique. Ça intervient beaucoup trop tard. Mais j'ai le droit de poser une question dans ma propre émission ou vous me l'interdisez, comme vous voulez. Hein. Ben, c'est tout juste. Marie Belot, j'ai croisé des Suisses et ils ont été assez nombreux à me dire que ce canton de 350 000 habitants environ, certains germanophones, certains francophones, qui est le Valais, le canton du Valais, où se trouve Crans-Montana, au sud de la Suisse, est un canton un peu particulier. Et certains Suisses l'appellent, je sais que vous êtes Corse, ne m'en veuillez pas, l'appellent la Corse de la Suisse. Bon, voilà. Et je comprends mieux pourquoi d'autres cantons de Suisse, alémaniques ou francophones, ont dit au lendemain de la catastrophe, cette chose ne se serait pas passée chez nous. Voilà, en parlant du drame de Constellation. Alors là, quand je vois s'accumuler ces manquements judiciaires, j'en arrive à me dire, mais c'est quoi? Ils sont à ce point désorganisés? Est-ce que
ils sont un peu mafieux à faire disparaître des éléments de preuve comme ça. Alors, je vais passer pour un complotiste. Je sais que c'est pas le scénario, mais il n'y a pas d'image effacée volontairement, par exemple, par la mairie. C'est automatiquement que les images s'effacent après une semaine, comme ça se passe en France d'ailleurs, mais je crois que le délai c'est 30 jours. On peut pas stocker des images de toute une année de 250 caméras de la ville. Ce qui est sûr, c'est que ce que disent les avocats des parties civiles, des familles, les avocats suisses notamment, qui connaissent quand même un peu mieux que moi les procédures suisses, puisque nous on suit habituellement plutôt des procédures françaises, c'est que ce canton du Valais est un petit canton judiciaire avec des procureurs qui sont certes formés, mais peut-être pas suffisamment, disent-ils, ils sont peut-être pas assez capés, expérimenté pour mener une enquête d'une telle ampleur. C'est une affaire qui est très complexe. Il y a énormément de victimes. Il y a une pression médiatique qui est énorme avec des avocats, des journalistes qui sollicitent les autorités suisses dans tous les sens. Et puis il y a une pression internationale. Quand on voit que Giorgia Meloni a rappelé l'ambassadeur de Suisse. Attendez, c'est fou. Giorgia Meloni, Premier ministre italien, a rappelé son ambassadeur de Suisse, l'a rappelé en Italie parce que Jacques Moretti est sorti de prison. Oui, donc on voit bien qu'il y a une pression internationale politique et ce que répondent les Suisses à quand même rebondir sur pourquoi Jacques Moretti a été libéré, c'est que pour eux, la détention provisoire, ça doit rester l'exception. Le principe cardinal dans la procédure pénale suisse, c'est de trouver des mesures de substitution, donc l'équivalent de notre contrôle judiciaire, donc aller plutôt vers du bracelet électronique, ce qui n'est pas le cas là pour Jacques Moretti, mais d'éviter la détention provisoire, mais pour autant, ça crée des réactions politiques. Alors, je vous passe tout de suite la parole, parce que je sais que vous la réclamez l'un et l'autre ardemment, mais juste avant, écoutez toujours cet avocat français, d'origine corse d'ailleurs, puisque j'ai filé la métaphore tout à l'heure avec la Corse, et il représente les familles de 2 victimes blessées, voilà, et il est donc immergé dans la procédure suisse au nom de ses 2 clients français blessés dans la nuit aux constellations du 31 au 1er janvier. Écoutez ce qu'il dit, ce qu'il perçoit de cette enquête. Ah ben écoutez, on peut parler quand même de collusion, on peut parler de connivence. Je suis en train de vous dire qu'il y a de la neige à la Crans-Montana. Alors il y a une emprise, alors peut-être dans le Valais, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une emprise mafieuse dans le Valais? Est-ce que cet État est effectivement cerné par le milieu, je ne sais pas lequel, mais effectivement, ça interroge. Il va bon, quand même. Là, de toute façon, tout est abject dans cette affaire. Pardonnez-moi, mais enfin, les Peretti, on a remonté leur passé judiciaire, on a vu les escroqueries. Les Moretti, Jacques Moretti et son épouse. Voilà, on a vu. Voilà. On a vu effectivement un passé d'escroquerie, d'abus, de détournement de fonds sociaux, etc., de prostitution, enfin donc de proxénétisme. Bon, on voit le personnage. On a le canard enchaîné qui vient de les épingler aussi en montrant que le Crédit Lyonnais, la Banque française, ne voulait plus leur prêter, avait demandé une procédure accélérée de remboursement, que c'était passé jusqu'au tribunal. Enfin, on a affaire à des gens qui ont un profil très curieux. On parle sur des quantités d'argent, alors que soi-disant ils n'arrivaient pas à rembourser en France, ahurissantes à trouver sur des hypothèques très facilement en Suisse. Tout ça est très curieux. Par ailleurs, moralement, pardonnez-moi, les personnages sont ignobles, mais ignobles. Ils ont passé une première partie de leur défense à dire que la preuve qui souffrait énormément, c'est que leur presque belle-fille était morte là-dedans et que c'était bien la preuve, etc. Donc allant partout se répandre sur leur presque belle-fille, jusqu'à ce que la mère de cette presque belle-fille dise écoutez, c'était des employeurs ignobles. D'ailleurs, elle se battait contre eux, elle avait dit que c'était quasiment du harcèlement, et maintenant ils en sont à dire, la propriétaire, elle commence à dire oui, de toute façon, on lui a jamais demandé de monter sur les épaules. Elle aimait se donner en spectacle. C'était quelqu'un qui aimait se donner en spectacle, montrant du doigt d'autres employés à eux en disant non, mais là c'était bloqué. Ah, mais c'est sûrement machin qui a fermé. Le montrant du doigt. La porte de sortie était bloquée. C'est pas nous. C'est pas nous, c'est un autre employé. Et d'ailleurs, quand même, tu devrais te regarder dans la glace. L'employé dit absolument pas. Puis sur une autre encore porte de sortie bloquée avec une chaise devant, ils disent ah non mais ça c'est ces crétins. Donc en fait ils disent pas ces crétins, mais c'est ces gens qui faisaient la fête, machin. Donc rien n'est de leur faute.
Après, ils disent la mousse au plafond. Ils savaient pas que ça pouvait être inflammable. Et c'est quand même bizarre parce qu'on a trouvé quand même un de ses employés qui a dit, c'est marrant parce qu'il avait fait des essais avec un chalumeau. Hein? Et donc, pardon, mais pour quelqu'un qui savait pas pourquoi il fait des essais avec un chalumeau, je comprends pas bien non plus. Hein? Tout est quand même un petit peu bizarre. Vous vous souvenez de la vidéo de 2019 où dans un même contexte de fête avec les bouteilles de champagne qui brûlent là, une personne en 2019 filme la scène et dit attention ça va brûler, attention ça va brûler. Et Marie a raison de dire en fait que chez les Suisses, à partir du moment où il n'y a pas de preuve de destruction de preuves, ils peuvent les relâcher. Si ce n'est qu'ils avaient déjà tout détruit. Enfin, ils étaient remontés sur leurs réseaux sociaux sur je ne sais pas combien d'années, au moment même où leur propriété brûlait, où les gamins étaient encore en train de cramer, pour virer des réseaux sociaux tout ce qui montrait qu'ils avaient fait des travaux dernièrement eux-mêmes. Enfin, pardon quoi. Mais effectivement, il y a de quoi s'interroger sur le profil. Mais moi, je serais la mère d'un de ces enfants, je deviendrais folle, furieuse en fait. Donc non, tout ça est ignoble, vraiment ignoble. Renaud. Oui, pour rebondir, effectivement, comme dit Isabelle, quand on regarde avec les révélations le parcours financier de ce couple, où effectivement certaines banques ne voulaient plus leur prêter, apparemment le Crédit Lyonnais, où il y a énormément de liquide, où il y a encore des investissements dans l'immobilier, de nouveaux projets d'investissement, alors que apparemment rien n'est fait sur les normes, rien n'est fait avec les normes. L'enquête montre, j'ai lu ça, que la mousse se décollait, paraît-il, dans l'établissement. Donc, quand on a un établissement comme ça, avec une renommée très importante à Crans-Montana, l'argent, on le sert à respecter toutes les normes, à faire on fait pas ça soi-même. Et l'ancien propriétaire qu'ils ont retrouvé, l'ancien propriétaire qui dit, mais il a divisé la taille de l'escalier. Je veux dire, nous, il était 2 fois plus grand, l'escalier. Tous les travaux sont dingues. Enfin, je veux dire, pardon, quoi. Et puis, quand vous avez fait cramer des gamins comme ça, là, c'est bien de renvoyer ça sur les contrôles qui n'étaient pas faits. Et par ailleurs, les contrôles, puisqu'on en est là sur les contrôles. Là, il y a eu 2 contrôles. Une année, 18, en disant, ça va pas. 18 mois après, recontrôle, ça va pas. Puis plus de contrôle du tout. Ouais, et on laisse le truc ouvert. Alors, sur les contrôles, justement, on apprend aujourd'hui qu'il y a 2 personnes qui sont mises en cause à leur tour dans cette enquête. Oui, parce que c'est ce que notamment regrettaient les familles, c'est que il y a certes les gérants du couple, les gérants du bar qui doivent s'expliquer face à la justice, mais il y a aussi la mairie qui, pour les victimes, a sa part de responsabilité dans ces contrôles. Donc on apprend ce matin que la justice s'intéresse à 2 personnes, notamment de la mairie, un ancien chargé de sécurité de la commune. Donc c'est lui qui, en 2018 et 2019, va faire les inspections dans le bar du Constellation. On apprend qu'en 2018, il remarque des manquements, 7 défauts relevés, notamment sur une portie de secours. 7 manquements. Alors, on n'a pas le détail des manquements qui sont relevés, mais en tout cas, il y a 7 manquements qui sont relevés, et l'année d'après, 6 défauts, pareil, qui sont signalés par l'inspection. Pour autant, il donne un avis favorable. Donc, est-ce que c'est parce que ces défauts n'étaient pas de nature à faire des modifications ? Je suis pas experte en inspection de sécurité. Pour autant, il y avait des défauts qui avaient été relevés et l'avis favorable est donné. Est-ce que ce chargé de sécurité avait raison de donner cet avis favorable ou pas ? Il va être interrogé le 6 février prochain par la justice du tribunal de Sion. Et puis l'actuel chargé de sécurité, lui aussi, va être entendu. Et on imagine qu'une des questions qui va lui être posée, c'est pourquoi n'y a-t-il pas eu de contrôle entre 2020 et 2025 ? Il y a 5 années sans inspection. Donc, la question de la collusion se pose évidemment. Est-ce que... Marie Belot, je vous écoute. C'est important ce qu'elle a dit. La question de la collusion se pose. Ouais. Ou de l'erreur, d'un manque de suivi des dossiers au sein de cette mairie. Quand les cantons qui avoisinent le Valais, le canton du Valais, ont dit ou laissé entendre que ce genre d'accident ne serait pas survenu ailleurs en Suisse que dans le Valais, c'était ça qu'ils visaient. C'était pas le couple Moretti. C'était ça participe du l'écosystème. C'est tout dans l'écosystème, mais c'était une façon de dire les dispositions en matière de contrôle ont mal été faites en Suisse, et je suis désolé, et forçons-nous de penser contre nous-mêmes. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, Marie Belot, mais tout accuse ce couple corse. Bon, très bien, formidable, mais pour autant, est-ce que ça exonère les autorités locales ? J'ai l'impression que non. Quoi. Non, et ce qui rend foudrage les avocats des familles et des proches des victimes, c'est que
Là encore, tout cela intervient bien tard. Ils vont être entendus début février, ils vont avoir 1 mois pour se préparer à leur interrogatoire. Et ça, les avocats nous le disent. Ils ont le temps de préparer des arguments, ils ont le temps d'effacer des documents, et puis il n'y a pas eu de perquisition dans la mairie. Ça, les avocats nous le disent aussi. Pourquoi n'y a-t-il pas eu de perquisition dans la mairie de Crans-Montana pour récupérer des échanges de mails, ou peut-être que dans un échange de mails, on aurait appris des choses sur pourquoi ces contrôles n'ont pas été effectués. Donc oui, il y a un ras-le-bol des avocats des familles qui nous disent la mairie aussi a des comptes à rendre devant la justice. Il était temps que la justice s'intéresse à eux, et donc on va suivre ces interrogatoires début février où on va voir ce que répondent ces chargés de sécurité. Donc si on liste les ratés, il y a quoi? Donc ce que vous nous avez révélé aujourd'hui, c'est-à-dire les caméras. Les images 260 photos, enfin 260 images de la nuit de la Saint-Sylvestre, écrasées. Toutes les images n'ont pas été disparues. Il y a des perquisitions qui n'ont pas été menées au domicile du couple, dans la mairie. Il y a le fait que le couple a mis du temps avant d'être interrogé, ce qui fait dire aux avocats qu'ils ont pu se mettre d'accord sur une version à donner. Et on le sait, dans les enquêtes françaises, on place généralement assez rapidement en garde à vue et séparément pour pouvoir entendre les prévenus de façon séparée, qu'il n'ait pas le temps de se mettre d'accord. Et puis ensuite, quand on confronte les versions, parfois ça donne lieu à des incohérences. Ça, on le fait souvent. Là, pendant même leur interrogatoire, on nous explique qu'ils ont pu déjeuner ensemble le midi. Alors même que Jacques Moretti était en détention provisoire, il a pu déjeuner avec sa femme. Donc oui, il y a des questions qui se posent sur la façon dont cette enquête est menée. Après, moi, je suis pas là pour juger la façon dont cette enquête est menée, mais les avocats sont furieux sur la façon dont c'est fait. Isabelle, je voudrais, pardonnez-moi, octroyez-moi 20 secondes. Je voudrais qu'on réécoute, non mais franchement, réécoutons cet avocat, Maître Giudicelli, qui est l'avocat de 2 victimes qui sont toujours vivantes, mais de 2 blessés. Le serveur et le barman du Constellation. Le barman et le serveur. Et le serveur du Constellation. Écoutez ce qu'il dit. C'est des mots qui sont pesés et qui méritent d'être écoutés une seconde fois. Écoutez, on peut parler quand même de collusion. On peut parler de connivence. Je suis en train de vous dire qu'il y a de la neige à la Crans-Montana. Alors, il y a une emprise, alors peut-être dans le Valais, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une emprise mafieuse dans le Valais? Est-ce que cet État est effectivement cerné par le milieu, je ne sais pas lequel, mais effectivement, ça interroge. Sacrée accusation quand même, Bon, écoutez, franchement, où on fait semblant de pas voir les choses, en se disant, comme il l'a fait dans la première partie de son interview, en disant c'est un bêtisier, soit on se dit que quand même, opportunément, il y a beaucoup de choses qui ont disparu, beaucoup de perquisitions, comme l'a dit très brillamment Marie, qui n'ont pas été faites, beaucoup de choses qui ont été très mal pensées en fait, et qui semblent ressembler à quelque chose de systémique. Maintenant, je vais vous dire un truc, parce que ça, l'enquête le dira, des têtes vont forcément tomber, c'est évident. Moi, je vais vous dire un truc, j'aimerais quand même qu'on se mette 2 minutes à la place des parents. Parce que imaginez, vous laissez vos gamins aller dans ce truc, dans cette station de ski où il se passe jamais rien, etc. Vous vous dites ça va bien se passer parce que il y a aucun problème, on se connaît tous. Et vous avez au fond, mais des propriétaires cupides, qui pour gagner 4 ronds, parce que c'est ça, ont mis eux-mêmes de la mousse en se disant, tu sais quoi, on s'en fiche, on fait en sorte de blinder d'un monde pas possible cette cave, en ne faisant attention à rien. Et vous vous dites, mais comment c'est possible? Comment c'est possible que même ces gens arrivent à se regarder dans la glace? Moi, je pourrais pas à leur place. On en reparlera. Ouais, évidemment, de cette enquête qui ne fait que débuter. Merci beaucoup Marie Belot. Vous restez avec nous, on va vous parler de politique française parce qu'il y a un petit événement. C'est Marion Maréchal qui sort un livre aujourd'hui. Alors vous le savez qu'elle a abandonné le nom de Le Pen depuis plusieurs années maintenant. Eh bien, elle le récupère, elle le revendique aujourd'hui et haut et fort, elle s'affiche, elle s'affirme comme être la véritable seule héritière. Est-ce que c'est un coup de pression sur Jordan Bardella ou est-ce que c'est une grande réconciliation alors que sa tante, peut-être, pourrait être privée de présidentielle? L'analyse à suivre sur LCI, à tout de suite.
Mais que se passe-t-il dans la dynastie Le Pen, mesdames, messieurs? C'est de l'amour qui déborde, ça fleure bon la réconciliation. Enfin, il n'y avait pas des fâcheries insurmontables, mais au contraire, que se passe-t-il dans la dynastie Le Pen? Marion Maréchal sort un livre aujourd'hui. Il sort aujourd'hui, ça s'appelle Si tu te sens Le Pen. Alors elle y raconte un parcours privé, elle parle de sa vie, effectivement, sa vie de femme qui a évolué, elle parle de son parcours politique. Et à 36 ans, dit-elle, après des erreurs et des chutes, eh bien, elle est devenue adulte. Et donc, en étant adulte, elle s'aperçoit qu'elle est une véritable Le Pen. C'est-à-dire, vous le savez, c'était depuis 2018, elle avait détaché le nom de Le Pen de son nom, elle voulait être appelée Marion Maréchal. Aujourd'hui, elle s'affiche comme l'héritière de ce nom parce que elle se rappelle ses années avec son grand-père, elle se rappelle de sa tante, et ce titre-là vient d'ailleurs, Si tu te sens Le Pen. C'est une phrase que lui avait dit son grand-père, Jean-Marie. Si jamais tu te sens Le Pen, lance-toi en politique et donc présente-toi aux législatives. C'était en 2012. D'ailleurs, elle avait été élue à 22 ans. Elle était la Benjamine de l'Assemblée nationale. D'abord, un commentaire sur ce titre-là. C'est-à-dire qu'elle affiche haut et fort, aujourd'hui, alors que sa tante est en procès en appel et qu'elle sera peut-être empêchée de concourir à la présidentielle, eh bien, justement aujourd'hui, elle dit « Je suis une Le Pen ». Oui, alors, elle a raison d'écrire ce livre parce que elle s'est fait un peu oublier, Marion Maréchal, ces derniers mois. La rupture avec Éric Zemmour et Sarah Knafo a été extrêmement violente. On se souvient, elle est députée européenne, elle était avec eux sur la liste. Et puis, à un moment donné, Éric Zemmour et Sarah Knafo ont considéré que elle n'était plus utile, elle était plus responsable, et donc les liens ont été totalement coupés. Vous ne pouvez pas, lorsque vous êtes Marion Maréchal, être en dehors de Reconquête, coupé avec Éric Zemmour et Sarah Knafo, être toute seule et également fâchée avec Marine Le Pen et avec Jordan Bardella. Avec Jordan Bardella, les relations ont toujours été plutôt bonnes, générationnelles. Ils se comprennent, ils savent qu'ils ont besoin l'un de l'autre. Avec Marine Le Pen a évidemment été meurtrie par trahison. Trahison de Marion Maréchal qui va vers Éric Zemmour qui voulait tuer politiquement Marine Le Pen. On se souvient de la dernière présidentielle. Tous les coups étaient permis. Il est monté à 19%. Elle était à 6-7. Et les commentateurs, beaucoup disaient, elle est morte politiquement. Aujourd'hui... Je me souviens, j'ai un peu... Ça prouve que je suis pas un grand devin en matière de politique, mais je me souviens... Souvent, quand j'y pense, ça m'effraie. Je me dis, mais comment t'as pu être aussi mauvais? Je pensais qu'Éric Zemmour serait au second tour de la présidentielle et que c'en était fini de Marine Le Pen. On peut dire qu'il a fait une faute historique, quand même. Oui, peut-être, mais je faisais partie de ceux qui pensaient ça. Je me suis bien trompé. Oui, enfin, il a fait quand même une faute historique. Rappelez-vous, c'était au moment de l'invasion de l'Ukraine. Il a commencé à dire que les réfugiés ukrainiens, c'était comme tous les immigrés, comme tous les autres réfugiés, on n'en voulait pas. Et là, je pense qu'il n'a pas compris qui était son électorat. Donc ça, c'est quand même un vrai sujet. Pour rebondir sur ce que vous disiez, moi je voudrais qu'on ait une pensée émue pour Marine Le Pen aujourd'hui, qui est donc enterrée en grande pompe et par Jordan Bardella et par Marion Maréchal. Enfin, elle n'est pas encore morte. Le corps est encore chaud, en train de se battre dans son procès, qui sont là en train de dépecer tout ça, là, s'arranger la cravate. C'est assez extraordinaire. Avec, cette pauvre Marine Le Pen qui n'y va pas, qui fait un tweet. Parce oui, alors attendez, parce que ça les gens savent pas. Pardon. C'était mardi. Il y avait la fête. Ouais. Mardi, le lancement du livre de Marion Maréchal dans un grand palace parisien. Jordan Bardella est là, donc Marion Maréchal publie la photo d'elle avec, regardez, Jordan Bardella tout sourire. Par contre, Marine Le Pen n'était pas là. Oui. Marine Le Pen envoie un message à sa nièce et donc Marion Maréchal retweet ce message de Marine Le Pen où elle souhaite beaucoup de succès à ce livre, dit-elle, sensible et sincère. Oui, non, mais écoutez, c'est formidable. Vous trouvez qu'ils sont en train de l'enterrer politiquement avant même qu'elle ne soit politiquement morte? Pour vous, c'est ça? Moi, je serais Marine Le Pen. Je serais en train de me battre là au tribunal et j'aurais les deux autres en train de s'afficher, se faire des risettes dans un grand palace avec au fond le poulain qui est là et qui est en place et qui a quand même besoin d'avoir du Le Pen, parce que chez Le Pen, il y a besoin d'un Le Pen. Et donc, ce qui est quand même génial, c'est que c'est Marion Maréchal qui refusait le nom de Le Pen qui devient la caution Le Pen. Enfin, c'est quand même ces gens sont des assassins, des tueurs en série. C'est ça la politique. C'est pour ça que Pila adore ça. Moi, franchement, les bras m'en tombent. Alors, regardez ce qu'elle dit. Se sentir Le Pen, c'est quoi? Elle l'explique dans le livre. C'est aborder la politique comme un combat, pas comme un calcul, comme un engagement, pas comme une carrière.
Alors, moi, je me suis peut-être trompée. Je voyais une pique à Jordan Bardella. Moi, je suis une vraie Le Pen. Je sais ce que c'est. Ah ben en tout cas c'est une mise en garde. Ouais, la vraie, l'original, c'est moi, tu pourras pas faire sans. Non mais alors, attendez, on a mis dans la petite frange du bas pendant 10 minutes là, Le Pen, la grande réconciliation. Et j'ai l'impression qu'il y a Non, mais je suis pas le seul. Ah, vous êtes pas d'accord? Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Bah si, autour d'un cercueil. Non, mais ils ont déjà enterré la grande. Je veux dire un petit mot. Pardon, excuse-moi. La situation a changé, il me semble, pour le RN. La situation a basculé. La situation a basculé avec Trump. La présidentielle, et ça a toujours été ma conviction, mais je peux me tromper. La présidentielle, contrairement à tout ce qu'on entend, tous les sondages, sera plus dur que prévu, que ce soit Jordan Bardella et Marine Le Pen. Notamment si c'est Jordan Bardella pour sa campagne de premier tour. Au second tour, si jamais on avait Bardella-Mélenchon, effectivement, on peut considérer qu'une grande partie de l'électorat de droite voterait Bardella. En revanche, vous avez là, et Marine Le Pen, moi je suis pas d'accord avec cette thèse, ils veulent l'enterrer haute, ils savent, tous les trois ils le savent, la bataille va être très dure. Parce que dans toute l'histoire politique du FN et du RN, plus il est proche du pouvoir, et plus le front anti-RN se solidifie. Est-ce que vous y croyez? Ça, c'est une règle. Attendez, je termine ça. Non, mais est-ce que vous y croyez vraiment à Marine Le Pen qui avait piscine? Non, mais peu importe. Je suis pas là pour savoir si elle a tort ou a raison. J'ai pas l'agenda de Marine Le Pen matin, midi et soir. Je considère, elle a pas forcément envie aussi, en plein procès où elle est très concentrée, avec tous les médias, d'avoir la photo à trois. Voilà, elle peut avoir ses raisons. Elle reste en dehors pour l'instant du marécage politique. Mais à partir du moment où tous les trois ils savent qu'ils ont besoin les uns des autres, et dernière chose, qui est-ce qui monte? Quelle figure féminine monte très fortement en ce moment? Sarah Knafo. Marion Maréchal était totalement éclipsée par Sarah Knafo, son bouquin, et elle a besoin également de Jordan Bardella et Marine Le Pen pour sortir, à mon avis, d'une impasse politique qui a duré 1 an et demi. Mais très bonne analyse de Magali. Elle redit à ses lecteurs et aux Français, finalement, je suis une Le Pen. Oui. Finalement, je suis une Le Pen. Donc, réconciliation. Moi, je crois plutôt que c'est une réconciliation, contrairement à vous, mais on verra dans les prochaines semaines. C'est autour du cercueil de Marine Le Pen. Bon, d'accord. C'est une réconciliation autour d'une nouvelle morte. Ne l'enterrez pas trop tôt, Marine. Ah, mais moi, je l'enterre pas, c'est eux qui l'enterrent. Histoire à suivre, bien évidemment. Vous restez avec nous, on va repartir en Iran, parce que la tension est maximale, vous l'avez bien compris, au Moyen-Orient. L'armada américaine, ça y est, est postée depuis plusieurs jours maintenant. Elle attend. Elle attend les ordres. Quels seront-ils, ces ordres? Que va décider Donald Trump? Il y a quelques informations de presse américaine. On sera à Téhéran grâce à Siavosh Ghazi. Évidemment, c'est un témoignage toujours très rare, donc très précieux. Que se passe-t-il dans la rue de Téhéran? Est-ce que les Iraniens ont peur, redoutent cette perspective d'intervention américaine? Restez avec nous. Mesdames, Messieurs, installez-vous confortablement. Nous allons vous parler de l'Iran. Et alors que l'Iran enterre des milliers de victimes de ces journées funestes, macabres, terribles du 8 et 9 janvier, eh bien, la petite horloge fait tic-tac, tic-tac. Le temps s'écoule et l'on s'interroge. Les Américains vont-ils frapper? Vont-ils intervenir? Nivine Potros, qui est avec nous, nous parlera dans un instant des toutes dernières fuites, des toutes dernières informations que nous avons sur ce que souhaite faire Donald Trump. Nous serons dans un instant, j'en ai presque les larmes aux yeux de vous dire cela, nous serons avec le correspondant de Radio France Internationale et de France 24, Siavosh, qui est dans les rues de Téhéran, qui est avec nous. Et je sens à l'entendre dans les interviews que nous faisons de Siavosh Ghazi tous les jours, je sens que quelque chose a un tout petit peu bougé dans la société iranienne. Nous l'écouterons dans une poignée de secondes. On commence par peut-être ce qu'a dit Marco Rubio, l'américain Marco Rubio. Oui, la tension est maximale au Moyen-Orient. On voit que ça bouge. Du côté de l'Iran, on le verra grâce à Siavosh Ghazi dans un instant. Du côté des États-Unis aussi, puisque Marco Rubio, c'est le chef de la diplomatie américaine. Il était auditionné hier au Sénat. Il a parlé de l'Iran. Il a parlé d'un régime iranien à bout de souffle qui ne sait pas répondre aux attentes de sa population, qui ne sait que tuer son propre peuple. Et il le dit, ce régime, il est plus faible que jamais. Écoutez. Je pense que les régimes, y compris celui de l'Iran,
ont compris que de tirer dans la tête des gens avec des snipers est une méthode efficace. Je veux dire, ça marche, ils l'ont fait et c'est horrible. Et c'est ce que nous avons vu. Ce régime est probablement plus faible que jamais et le problème fondamental auquel il est confronté, contrairement aux manifestations que vous avez vues dans le passé sur d'autres sujets, est qu'il n'a aucun moyen de répondre aux principales revendications des manifestants, à savoir l'effondrement de l'économie. Voilà, nouvelle pression des États-Unis. Justement, allons à Téhéran, en direct, avec Siavosh Ghazi, je le redis, correspondant de Radio France Internationale et de France 24, et qui nous fait l'amitié d'être avec nous dans ces journées si particulières que traverse la capitale de l'Iran, Téhéran, qui a un peu, comment dirais-je, la gueule de bois après ces 12 journées très dures et très difficiles et très sanglantes. Siavosh Ghazi, merci d'être avec nous. D'abord, premier élément, comment perçoivent les habitants de Téhéran cette pression des Américains qui monte? Alors, je voudrais tout d'abord vous montrer cette affiche, cette grande affiche qui est derrière moi. Je m'écarte un peu, peut-être pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble, en écartant un peu la caméra. Là, ce que vous voyez, en fait, c'est une très grande affiche où on voit un porte-avions américain, donc avec ce qu'on voit en blanc, les étoiles, c'est des frappes, et donc ce qui est donc à l'arrière, à l'arrière en rouge, c'est le sang, visiblement, si je peux dire, théoriquement, des soldats américains, donc touchés par des frappes iraniennes contre ce porte-avions américain. Donc cette affiche a été mise en place vendredi dernier, si je ne me trompe pas, sur cette place qui s'appelle la place de la Révolution, dans le centre de Téhéran. Pour montrer un peu le sentiment le discours officiel des autorités iraniennes face aux menaces américaines. C'est une affiche qui est toute récente et cette affiche change toutes les semaines et c'est le message qui est envoyé aux Américains et au président Trump qui menace maintenant l'Iran d'attaques et d'interventions militaires. Alors ce que ressentent les Iraniens, c'est lorsqu'on parle aux Iraniens, alors il y a deux sentiments. Il y a par exemple ceux qui ont participé, pas tous, mais certains des gens qui ont participé aux manifestations de ces dernières semaines, qui espéraient une intervention américaine et donc le souhaitent toujours, demandent que les États-Unis interviennent pour les appuyer dans ce mouvement. Mais de l'autre côté, il y a un fort sentiment d'inquiétude quant à une déstabilisation du pays par des frappes américaines. Hier, un commerçant me disait que l'économie et le commerce commençaient tout juste à se remettre de la guerre de 12 jours en juin dernier, lorsque Israël a commencé à frapper l'Iran très durement et avant d'être rejoint par les États-Unis. Et ensuite ensuite il y a eu la chute de la monnaie iranienne face au dollar, ensuite les manifestations, et si aujourd'hui on entre dans une période, dans une nouvelle guerre, ça va être un coup de grâce pour l'économie iranienne et ça va toucher durement beaucoup de gens qui souffrent déjà de cette situation économique qui est particulièrement difficile. Restez avec nous, Siavosh Ghazi, vous êtes très précieux. Merci, restez avec nous quelques instants. Vous êtes où exactement à Téhéran pour ceux qui connaissent Téhéran ou même pour ceux qui ne connaissent pas Téhéran? Où vous trouvez-vous en ce moment? Au centre-ville, bien sûr, mais où? Je suis sur une des principales avenues de Téhéran, sur la place Enrelab. Et l'avenue Enrelab, qui traverse Téhéran d'est en ouest. C'est une place importante qui s'appelle la place de la Révolution islamique, et qui est non loin de l'université de Téhéran. Merci. Restez avec nous quelques instants. On va pas vous faire attendre trop longtemps, mais restez quelques instants. Je vais présenter mes invités. Le général Jean-Paul Paloméros, on a besoin de vous sur les aspects militaires. Isabelle Saporta, bien sûr, Renaud Pila, Grégory Philippe du service international, et Nivin Potros, et puis bien évidemment Didier Edjadi, sociologue, universitaire et réfugié politique iranien. Vous êtes toujours en contact avec des Iraniens d'Iran? Vous arrivez à leur parler régulièrement en ce moment? Oui, depuis effectivement 2 jours, eh bien, je suis en contact et je reçois des éléments d'information. Je vous pose la même question, vous qui parlez à la diaspora, c'est-à-dire les Iraniens qui sont hors d'Iran, mais aussi
aux Iraniens qui sont en Iran. Je vous pose la même question qu'à Siavosh. Il y a des partisans de l'intervention américaine, mais il y a aussi des gens qui disent il faut qu'on s'en sorte tout seul. Comment? La grande majorité des Iraniens en interne, tout ce que j'ai eu comme élément d'information, mais également raconté par les gens avec qui j'étais en relation, effectivement, et également à l'étranger, la grosse partie des Iraniens souhaitent à ce qu'il y ait de l'intervention américaine, là, ciblée sur les centres névralgiques donc du régime, mais également beaucoup d'entre eux, ils souhaitent également que Khamenei soit tué, car nous savons que Khamenei, certains pensent que c'est un personnage religieux qu'il ne faut pas toucher, mais il faut éviter ce type de schéma. Pour les Iraniens, l'homme le plus détesté aujourd'hui en Iran, sincèrement, c'est Khamenei lui-même. Mais alors, Siavosh Ghazi, juste, on vient d'apprendre une information. Effectivement, l'Iran semblerait se préparer à une guerre potentielle, puisque le maire de Téhéran vient d'annoncer la construction d'abris dans les parkings souterrains ou dans les stations de métro. Est-ce que vous avez eu vent de cette annonce? Est-ce que vous êtes au courant? En fait, cette annonce n'est pas nouvelle. Il y a, je crois, 2 semaines de cela, le maire de Téhéran a été interrogé par la télévision d'époque. Donc, on lui demandait pourquoi, pendant la guerre de 12 jours, il n'y avait pas d'abri pour que les gens puissent aller se mettre donc à l'abri quand il y a eu les bombardements israéliens sur la capitale iranienne. Et il a dit, on va préparer certaines stations de métro et construire des abris pour les Téhéranais. Mais vous savez, Téhéran, c'est une capitale de moins 10 millions d'habitants. En journée, c'est 14 millions d'habitants qui se trouvent à Téhéran, et donc construire des abris pour toute cette population, c'est presque impossible. Donc, ce sont plutôt des déclarations qui ne sont pas liées à la crise actuelle, c'est-à-dire aux menaces de frappe américaines. Merci Siavosh Ghazi. Devant donc cette nouvelle affiche disposée au centre de Téhéran, qui montre en gros quoi un porte-avions américain, c'est ça? Alors en fait ça imite le drapeau américain, mais Siavosh l'a très bien décrit, ce sont des frappes, les étoiles ce sont les frappes, c'est le sang des soldats américains qui coule en rouge, avec, alors c'est en farsi mais traduit en anglais en bas, qui sème le vent récolte la tempête, donc c'est un message envoyé directement aux Américains. Bon, juste une chose, on a eu juste avant de prendre l'antenne tout à l'heure une information qui nous disait d'abord qui parlait de ces constructions d'abris souterrains, mais qui disait aussi que les Américains allaient souffrir s'il y avait une attaque. C'était quelques minutes avant midi. Regardez, c'est au niveau du ministre des Armées, me semble-t-il, si j'ai bonne mémoire, qui prévenait encore une fois les États-Unis. Regardez. Face aux menaces auxquelles nous sommes confrontés, l'armée a pour priorité de renforcer ses atouts stratégiques en vue d'une riposte rapide et écrasante à toute invasion et attaque. Voilà, petit recadrage dans ce moment de tension entre l'Iran et les États-Unis. Nivine, vous disposez d'informations assez récentes. Ce sont nos confrères de l'agence Reuters qui ont des informations sur l'état d'esprit de Donald Trump. Pas que Reuters, c'est CNN. D'abord, nos confrères américains de CNN qui ce matin ont pu s'entretenir avec des responsables américains très proches du dossier et qui le disent avec quasi-certitude. Ça y est, Donald Trump envisage bel et bien une frappe majeure contre l'Iran après des discussions préliminaires entre Washington et Téhéran qui n'ont pas abouti. Ces discussions, elles portaient sur quoi? Eh bien évidemment sur le programme nucléaire, mais également la production de missiles balistiques. Ces négociations, nous disent ces sources proches du dossier, elles n'ont pas progressé. Résultat, Donald Trump, ça y est, envisage de passer à la vitesse supérieure en menant d'abord des frappes aériennes ciblées contre des membres du régime. Information de nos confrères de CNN confirmée par nos confrères de Reuters qui ont pu s'entretenir avec une dizaine de responsables américains mais aussi arabes. Washington envisage bel et bien de frapper le régime des mollahs via des attaques ciblées contre les mollahs, contre les pasdaran aussi. Pourquoi? Très important pour inspirer les manifestants, c'est ce que nous dit Reuters, pour relancer les manifestations et à terme créer les conditions d'un changement de régime. C'est ce que souhaite Donald Trump.
tuer le régime des mollahs, tuer ses représentants pour donner envie aux Iraniens de se soulever. Deuxième information très importante. Un autre type d'attaque est envisagé contre les infrastructures, les bâtiments institutionnels. Et là encore, l'objectif des Américains serait, selon ces responsables, de donner aux manifestants la confiance nécessaire pour prendre d'assaut par la suite les bâtiments gouvernementaux. Autrement dit, de montrer l'exemple avec des frappes extrêmement ciblées pour que les Iraniens s'emparent de cette situation qui serait totalement déstabilisée pour renverser définitivement le régime iranien. Information donc de CNN, de Reuters, qui ont pu s'entretenir avec une dizaine de responsables américains. C'est très important. Cette attaque, elle pourrait intervenir ce week-end, dans les prochaines heures. Et puis, on peut le dire d'un mot aussi, une attaque terrestre n'est pas totalement exclue, puisque Donald Trump, hier, il a fait la comparaison entre la situation iranienne et la situation vénézuélienne. Évidemment, une référence à peine voilée à l'arrestation de Maduro. Merci Nevin. Donc là, les amis, on vit l'histoire en direct, parce que cette information, on l'avait même pas en préparant l'émission. Ça nous est parvenu ces dernières heures. Ça vient de nous arriver ces dernières heures. Donc d'abord, mon général, donc attaque avec des missiles, des obus, des bombes, de plusieurs cibles apparemment, des centres logistiques du régime, voilà, des centres administratifs du régime, et pourquoi le cacher, des personnalités du régime, comme apparemment l'ayatollah Khamenei, qui serait ciblé. Ça, c'est techniquement assez simple à mettre en œuvre ou pas? C'est quand même pas aussi simple que ça, parce que, en particulier, les Pasdaran, qui sont quand même le bras armé, hein, c'est eux qui ont tué, certes, il y a Khamenei au-dessus, mais c'est eux qui ont tué quand même peut-être 30 000 personnes. En tout cas, donc, comment désarticuler un peu cette organisation qui est enfin sur le point d'être reconnue comme une organisation terroriste, on ne peut que s'en féliciter. Il faut trouver les centres stratégiques, effectivement, tous les centres de communication, ce qui leur permet d'agir. Mais, et je pense que vous ne me contredirez pas, ils vivent au milieu de la population. Et ça, c'est une complication. Donc, il faut être aussi chirurgical que les Israéliens, et Dieu sait s'ils sont passés maîtres en la matière, dans la guerre des 12 jours. Là, le problème, c'est que les moyens qui sont à disposition des Américains sont un peu différents, si vous voulez. Des moyens navals, il y a des... Et je pense que ça va être assez compliqué à mettre en œuvre, c'est pas impossible. Si et seulement si les Israéliens, d'une manière ou d'une autre, donnent du renseignement. Ce dont je ne doute pas vraiment. Donc, à quoi on peut s'attendre? De toute façon, des frappes qui seront soit symboliques ou peut-être efficaces, souhaitons-le, sur des centres où ne seront pas les responsables. Ils ne sont pas idiots. La grande question, ils sont pas... Pardon, moi il y a un truc, pardonnez-moi de vous poser une question de néophyte qui est absurde sûrement, mais comment se fait-il qu'ils préviennent? Enfin, c'est ahurissant. Je veux dire, on n'a jamais vu les Israéliens prévenir qu'ils allaient mettre des talkie-walkie truqués. Enfin, on est chez les dingues, là, encore une fois, non? Et vous avez parfaitement raison, c'est pas du tout une question de néophyte, c'est une question qui se pose à tous les spécialistes en disant, mais pourquoi ils le font? Et là, on rentre un peu plus dans la méthode Trump et de ses équipes, où ils pensent que en affichant la couleur, ça suffit, et que l'information ou la désinformation remplace l'action. Mais non, il y a un moment donné, il faut passer à l'action et en prendre les risques. Les risques, j'en termine par là parce qu'ils sont pas neutres. Quand Israël a fait la guerre des 12 jours, c'était clairement Israël qui était le fauteur de troubles vu de l'Iran, et donc il fallait protéger Israël. Là, c'est différent parce que les forces américaines, elles sont en mer, avec des risques très particuliers, par exemple des essaims de drones maritimes, et on voit que les Iraniens s'équipent. Donc là, le risque est réel. Et puis, tous les pays qui abritent, plus ou moins, des forces américaines, on pense au Qatar, où est le centre de commandement, et les autres pays qui pourraient, par voie de conséquence, être frappés aussi. On se souvient que l'Arabie Saoudite avait été frappée par les Houthis, par exemple, sur des installations pétrolières, et ça avait fait beaucoup de mal. Général, vous parlez d'Israël, c'est très important. Il y a une rencontre qui est un peu passée inaperçue. Elle a eu lieu cette semaine entre l'un des responsables de l'US Air Force, un responsable américain, et le chef d'état-major de l'armée israélienne. Rencontre donc le 24 janvier. Ce n'est pas anodin. Ça veut dire que les États-Unis sont actuellement en train de rencontrer leurs homologues israéliens, dont on connaît effectivement les grandes capacités en termes d'intervention, pour préparer éventuellement quelque chose dans les prochains jours.
Alors, Didier Djadi, Renaud Pila, je vous passe la parole, et Grégory Phillips également. On a un plateau aujourd'hui. C'est franchement, je le dis avec beaucoup d'humilité, mais de fierté, c'est LCI dans toute sa majesté. Hein. Franchement, c'est la supériorité d'LCI dans toute sa majesté. Hein. Waouh. Bon, Didier Djadi, question. On sait que les patriotes, que les Iraniens sont patriotes. Les Iraniens sont patriotes. Même les Iraniens opposés, radicalement opposés à la République islamique et à l'ayatollah Khamenei, ont un vieux fond patriote, un fond de sauce patriote, et l'idée d'être bombardé par les Américains ne plaît pas. L'idée même que ce soit les Américains qui placent à la tête de l'exécutif un de leurs hommes ou qui influent sur le destin politique de l'Iran, ça agace beaucoup un patriote. C'est très compliqué de doser l'interventionnisme américain. Jusqu'où peuvent-ils aller? Est-ce qu'ils ne risquent pas de hérisser tous ces patriotes iraniens qui vont se dire c'est insupportable de vivre sous les bombes américaines, on n'aime pas la République islamique, on déteste les passes d'Aran, mais on déteste encore plus ces Américains qui nous envoient des bombes. Comment faire là? C'est compliqué, hein. Vous avez absolument raison, la situation est très complexe. Et les Iraniens sont des vrais patriotes. C'est vrai. Et ils ont toujours démontré cela. N'oublions pas en même temps, les Iraniens, dans leur grande majorité, pensent que ce régime-là, c'est un régime qui n'est pas iranien, qui est effectivement contre l'histoire, la culture, la civilisation et les intérêts de la nation iranienne. Et on a vu également l'entrée, des milices arabes aux côtés donc du régime pour massacrer donc des Iraniens. Et donc le résultat pour les Iraniens, c'est que ce régime-là, c'est un régime qui n'est pas représentant d'une partie de la société iranienne, mais c'est véritablement infondé à une idéologie islamiste barbare et qu'on n'en veut pas. Ils savent, les Iraniens, qu'il y a sur le sol iranien en ce moment des Syriens, des gens d'autres nationalités qui viennent donner un coup de main pour mater des Irakiens, des Libanais, certains Syriens, mais également des Afghans, mais également des Pakistanais qui viennent réprimer, qui sont venus réprimer aux côtés donc des Pastarans et des Bassidji, la rue iranienne. Pourquoi? C'est parce que ces gens-là étaient en Syrie, alimentés, financés par le régime iranien, et donc effectivement, ils étaient là pour pouvoir aider le régime dans le massacre. Et un autre élément, si vous voulez, par rapport à ce que vous avez posé comme question, bien évidemment, une partie de la société iranienne est contre, voire également l'intervention américaine là. Mais la grande majorité, le raisonnement est simple. C'est quoi? Ils disent 47 ans, on est en train de vivre une situation de torture et de totalitarisme islamique là. Et on a souffert. Jamais ce régime n'a jamais joué un rôle positif pour l'Iran. Sur le plan, environnemental, sur le plan économique, sur le plan culturel. Partout était en contradiction avec les intérêts de cette nation-là. Et donc ils disent, c'est vrai qu'il y a des risques, mais ces risques-là, par rapport à un système qui est un système de délinquance de criminels, est-ce que vous voulez que les Iraniens encore restent à l'intérieur de ce modèle-là, qui dure depuis 47 ans, ou en finir une fois pour toujours? Mais juste une petite phrase. Ne comparons jamais la situation iranienne avec la situation en Syrie ou en Irak et tout ça. C'est complètement inadapté, si vous voulez, ce schéma d'analyse, si vous voulez. Et en Iran, les gens sont très cultivés, mais également des endroits, des villes, là où effectivement il y a d'autres ethnies, etc., ils ne sont pas armés, ils sont très très solidaires et ils étaient massivement présents dans cette révolution-là. Et donc effectivement, la situation iranienne, c'est une situation très spécifique. Il y a beaucoup d'espoir pour qu'il y ait un changement, pour qu'il n'y ait pas des complications suivantes. Nous accueillons Guillaume Lagan, spécialiste des questions de défense et de relations internationales. Soyez le bienvenu. Renaud Pila et Grégory Phillips n'ont pas parlé. Je commence par vous, car vous êtes mon préféré. Non, mais juste une petite remarque et une question. La remarque, c'est, je lisais hier soir un article dans un journal américain qui expliquait que quand même, il y avait d'énormes risques
parce que c'est pas uniquement l'Iran qui dans ce cas-là riposterait, mais c'est tout ce qu'on appelle les proxys, c'est-à-dire les groupes qui sont liés à l'Iran. C'est-à-dire que pour l'instant il y a une trêve avec les Houthis, mais les Houthis disent si jamais l'Iran est frappé, eh bien on recommencera à frapper en Méditerranée. On peut recommencer à frapper sur le détroit d'Ormuz. On peut recommencer effectivement à lier. Il y a le Hezbollah, bien sûr, au sud du Liban. Il y a certains groupes qui, tout d'un coup, seraient réactivés. Deuxièmement, et là je mets les pieds dans le plat, est-ce que les intérêts vitaux de la France, que disait le général Yakovlev hier soir, ne sont pas mis en cause par l'Iran, donc la France, par exemple, ne devrait pas intervenir. Est-ce que les intérêts vitaux américains sont liés au régime iranien? Si on se met à intervenir et à frapper tous les régimes qui ne conviennent pas aux États-Unis, on va pas s'en sortir. Là, vous avez eu 30 à 36 000 morts. Non, mais d'accord, mais Tiananmen, on n'est pas intervenu. La Chine, si toutes les dictatures... 3000 morts, Tiananmen, au passage, parce qu'on parle d'arithmétique macabre. Bien sûr. 3000 morts, Tiananmen, oui, mais... me semble-t-il, de mémoire. Et là, on parle de plus de 30 000 personnes exécutées. Non, mais c'est immonde. C'est un record immonde dans l'histoire du XXe siècle où un peuple tue ses propres enfants. Eric, c'est rarissime, hein. Comme vous le dites. Ça se prépare et ça s'anticipe. De quoi aurait l'air Trump? Il a déjà dit aux manifestants, allez-y les gars, go, je suis derrière pour les laisser tomber. Là, vous pensez pas qu'ils ont fait des moulinets pareils, d'être un peu trivial et de mettre les pieds dans le plat, pour pas y aller du tout. Ou alors dans ce cas-là, Trump est totalement décrédibilisé. Ma question est, j'ai terminé, est-ce que cette intervention américaine en Iran est positive ou pas? Est-ce que c'est pas une erreur? Dans l'histoire, à chaque fois que les Américains sont intervenus dans la région, ça a été après une catastrophe. Est-ce que, je demande votre avis à tous, est-ce que ce n'est pas une erreur? Guillaume Laganne. Vous dites, ça n'a pas toujours été une catastrophe. Je pense qu'il ne faut pas généraliser. Je pense que effectivement, les arguments que donne Renaud Pilas sont vrais. C'est-à-dire que du point de vue du droit international, par exemple, les Américains n'ont pas à intervenir en Iran parce que l'Iran décide de massacrer sa propre population. Ça, dans la Charte des Nations Unies, chaque État est souverain sur son territoire. S'il veut mal se comporter, il se comporte mal. En revanche, du point de vue du réalisme et des intérêts américains, il est difficile de soutenir que l'Iran n'ennuie pas les États-Unis depuis quand même plus de 50 ans. Vous avez, rappelez-vous, en 79, l'humiliation de la prise d'otages à Téhéran. Vous avez ensuite ces multiples groupes terroristes qui ont frappé des intérêts américains aux quatre coins du Moyen-Orient. Donc il y a quand même de bonnes raisons pour les États-Unis de se débarrasser d'un régime qui, par ailleurs, je le rappelle, soutient la Russie, alimente la Chine en pétrole. Donc si vous voulez, dans le grand jeu mondial qui est aujourd'hui leur rivalité avec Pékin, ça peut être intéressant pour eux de faire chuter un pion de plus après peut-être le Venezuela. Et d'autre part, je voulais juste rappeler que l'inaction a aussi un coût. Rappelez-vous en Syrie en 2013, lorsque Obama n'est pas intervenu, le message envoyé, ça a été 10 ans de guerre civile en plus en Syrie, et plus globalement, les Russes, les Chinois ont vu ça comme une forme de pusillanimité de la part des États-Unis. Et donc là aussi, je rejoins ce que vous disiez, pour Trump, pour l'image de Trump qui s'est donnée celle d'un homme d'action, d'un homme qui modifie la réalité. Pour Trump, je suis d'accord, mais je parlais, est-ce que c'est positif ou pas? Pour Trump, j'ai bien compris qu'il peut pas reculer. Et puis, vous avez aussi la question du nucléaire. Voilà, c'est quand même. C'est l'éléphant dont on parle pas, effectivement. Vous avez des mollahs qui, depuis 47 ans, essayent d'acquérir l'arme nucléaire. Et là, si cette puissance islamique était dotée, ça aurait évidemment des conséquences absolument terribles pour la région, pour Israël et plus largement pour le monde. Donc je pense que la question nucléaire et effectivement le massacre de la population, à mon avis, contraint Trump à faire quelque chose. Enfin, ou alors s'il fait rien, il déteste tellement Obama qui a rien fait en 2013. Il doit se dire Obama n'a pas agi, moi. Oui, mais le Soudan, des centaines de milliers de morts. Regardez ce qui se passe. Il n'a pas édicté de ligne rouge. Non, mais d'accord. Mais si les États-Unis, alors pourquoi ils n'interviennent pas au Soudan? Pourquoi ils n'interviennent pas dans des pays où mon général. Non, moi, je pense qu'il y a quand même un agitateur profond dans cette région du monde, c'est l'Iran. On a parlé du nucléaire, je n'y reviens pas. On a parlé des proxys, puisqu'on les appelle comme ça maintenant. Tous ces gens-là sont animés par l'Iran. Israël a essayé, en tout cas pendant cette guerre de 12 jours, d'affaiblir l'Iran, mais sans affaiblir son programme nucléaire. Et on l'avait dit, et c'est vrai. Et ça a calmé un peu, effectivement, les proxys. Mais la vraie question qui se pose derrière, vous avez parlé d'erreur, c'est quand même un président de la plus grande puissance du monde qui incite quelque part une population à se soulever et qui n'est pas là à l'heure où il aurait dû être.
Et maintenant, ça pèse sur la conscience, ça pèse sur l'histoire. On se souviendra de cette... Donc maintenant, Trump, il va essayer de corriger le tir, mais je ne sais pas si c'est trop tard. Souhaitons que ce ne soit pas le cas. Mais les passes d'Aran, ils sont en place. Contredirait pas. Ils sont immergés dans la population. Ils savent très bien qu'ils sont vulnérables, donc ils vont pas. Donc je crois que la situation est vraiment complexe et en plus il y a la sécurité de l'ensemble du Golfe et les scénarios possibles. Après les frappes, et là je vous rejoindrai un petit peu malgré tout, c'est quoi? C'est le chaos, un renforcement des passes d'Aran. Rien, voilà. Ça va pas devenir une démocratie libérale. Mais ça, c'est ça qui est terrible. Se pourrait-il, répondez à cette question, Guillaume Laganne, se pourrait-il que de tout cela ne sorte rien? Se pourrait-il que dans 1 an, dans 2 ans, eh bien, cet exécutif iranien, avec Khamenei, qui se fait très âgé, avec ses passes d'Aran, qui sont des centaines de milliers, voilà, qu'il demeure, et qu'on attende une prochaine révolte, femme, vie, liberté, ou je ne sais quoi, et que nous commenterions de façon un peu stérile à ce micro, et puis voilà. Que nous fassions encore des commentaires stériles sur votre expérience. Vous pouvez compter sur nous. Je vous réponds oui. Alors, maintenant, est-ce qu'il peut y avoir des scénarios positifs ou négatifs? Évidemment que chaque fois qu'on a des interventions dans la région, on sait que ça peut mener à... Prenons l'Irak, 2003, cette intervention très controversée en France et très controversée aujourd'hui aux États-Unis, plusieurs milliers de morts américains, des centaines de milliers de morts en Iran. Bon, on dirait au total, aujourd'hui, l'Irak est une démocratie qui est en train d'ailleurs d'élire son Premier ministre et son président, instable, mais enfin qui ne pose plus de problème majeur à la communauté internationale. Est-ce qu'on est prêt à payer 20 ans d'intervention, parce que c'est ça qu'il y a derrière, pour stabiliser un pays? Moi je ne crois pas, si vous voulez, qu'aujourd'hui on puisse penser qu'au Moyen-Orient, on puisse remodeler une société sans avoir un engagement massif financier, militaire, politique derrière. Est-ce que les démocraties occidentales sont capables de le faire? Ça n'est pas du tout évident. En tout cas, en Irak, rappelez-vous, ça a été un coup dedans, un coup dehors. Obama est sorti. On est revenu ensuite pour l'État islamique, etc. Donc pour l'Iran, alors est-ce que ça peut être pareil pour l'Iran? Probablement. Et en même temps, je suis assez sensible à ce que vous disiez. L'Iran, c'est quand même une société qui globalement a un taux d'alphabétisation supérieur au reste de la région, qui a des vraies élites. Et donc, on peut aussi imaginer une évolution qui soit positive. D'ailleurs, et c'est un État administré. C'est très important. Alors, c'est un État administré avec des structures, avec c'est pas Haïti, je veux dire. C'est un État administré, avec des universités, avec des cursus. Absolument. Mais après, c'est pas non plus la Suisse. Je veux dire, c'est quand même un État. Rappelez-vous. La moitié de la population est perse. L'autre, ce sont des minorités dont certaines sont en rébellion ouverte contre le pouvoir central. Que ce soit les Kurdes, les Baloutches, les Arabes, dont vous avez aussi une possibilité que l'Iran soit un État failli si jamais l'administration actuelle chutait sans être remplacée par une administration démocratique. D'ailleurs, dans les cercles américains, je reviens sur ce que disait Nopila, c'est aussi une hypothèse qui a circulé. On a dit, au fond, peu importe que l'Iran soit stable ou pas, à partir du moment où il est affaibli, c'est déjà un intérêt pour les Occidentaux, pour les Américains. Donc ça peut aussi être une stratégie que d'avoir un affaiblissement de l'État iranien. Et c'est vrai que l'agenda démocratique dont on parlait n'est peut-être pas au premier plan de ce que les Américains veulent faire. Didier Djadi, vous réclamez la parole. Vous êtes l'Iranien de ce plateau, donc vous l'avez. Franco-iranien. Le franco-iranien. Je rappelle, Didier Djadi, c'est un communiste iranien qui, contrairement à beaucoup d'intellectuels iraniens de gauche, quand il est jeune en 79, ne croit pas tellement dans cet ayatollah Khomeini qui emmène avec lui toute la gauche iranienne et française. On se souvient des articles laudateurs dans les magazines français, c'était formidable, c'était Che Guevara. Il était tellement sympatoche, Khomeini, en 79. Mais n'oublions pas. Ça veut dire qu'il nous faut plus de communistes iraniens. Il faut plus de communistes iraniens. Que je suis depuis 35 ans, effectivement, le défenseur du libéralisme politique et la démocratie et la liberté. Bon. N'oublions pas. Alors, donc vous n'êtes plus un communiste iranien. Non, pas du tout. Vous êtes un réfugié politique français désormais. Mais exilé politique, c'est parce que ma vie était en danger, donc je suis venu en France, où j'avais fait mes études pour demander ma protection, la protection là. Et l'État français a accordé comme effectivement le statut de réfugié politique. Et ensuite, j'ai demandé la naturalisation, dont je suis devenu franco-iranien. Sociologue et universitaire. Absolument. Et pour répondre à la question qui a été posée par notre collègue, est-ce que l'intervention est positive ou pas? Donc, en fait, cela est complètement associé à l'existence même du régime, en quelque sorte. Est-ce que le régime, son maintien est positif ou pas, d'une certaine manière? Écoutez, la chute de ce régime-là
est dans l'intérêt de tous. Le peuple iranien, mais également l'Occident, et y compris tous les pays effectivement de la région là. Car démontrez-moi, depuis que ce régime existe, dans nos relations en tant que France, la France, avec ce régime-là, est-ce qu'on avait des moments de tranquillité? Jamais. Toujours des crises, à la fois des attentats, mais également l'histoire donc du nucléaire, mais également la prise d'otages. Donc on n'a jamais été, en tant que la France, on n'a jamais été gagnant, si vous voulez. On a toujours 2 ressortissants français qui sont bloqués à l'ambassade de France à Téhéran. Exactement. Exactement. Et donc, si vous voulez, la chute de ce régime-là est dans l'intérêt de tous, bien évidemment. Il y a des intérêts différents. Les Américains, avant tout, c'est une question régionale. C'est effectivement empêcher donc l'armement nucléaire donc du régime, mais également le pétrole, etc. On comprend. Et on n'est pas bête. On est tout à fait conscient. Mais en même temps, en Iran, il y a une élite très très intelligente qui analyse parfaitement la situation internationale, mais il dit la chose suivante: est-ce qu'on a intérêt à garder ce régime-là? Et que vous parlez hier soir, j'avais un petit message en disant qu'effectivement à l'étranger on fait beaucoup d'analyses géostratégiques et tout ça, mais n'oubliez pas, nous, en Iran, on est en train de souffrir depuis 47 ans. Là, donc, dans votre analyse, intégrez également cet élément-là, qui est absolument indispensable. Et pour finir, si vous voulez, n'oublions pas, aujourd'hui, cet après-midi, et donc éventuellement, on va voter l'intégration, disons le classement donc des Pasdaran, donc gardiens de la Révolution, dans la liste terroriste. Que veut dire cela? N'oublions pas. Ou bien c'est un geste diplomatique, pour être bien, ou bien il y a des conséquences pratiques. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous faites, nous, en tant que gouvernement français, quand on a des terroristes, qu'est-ce qu'il faut faire? On ne va pas les pouvoir garder et donc rester en paix avec eux. Si c'est un régime terroriste et qui a comme base fondamentale les gardiens de la révolution, si vous voulez, des assassins, alors dans ce cas-là, il faut avoir une démarche très claire contre ce régime-là, avec son armée idéologique et politique. Alors, sur cette intervention américaine, Grégory, est-ce qu'elle est imminente ou pas? Il y a peut-être un événement qui peut l'empêcher dans les prochaines heures. C'est cet événement, regardez, parce qu'on en avait parlé avant Noël, eh bien ça se passe là en ce moment. C'est ce film qui s'appelle Mélania, et c'est tout à fait sérieux parce que il sort demain. Est-ce que Donald Trump, finalement, ça peut pas l'empêcher de frapper l'Iran pour pas faire de long massacre? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? M'expliquez-moi tout, je ne sais rien. Je suis dans ma propre émission, je ne sais rien. Qu'est-ce que c'est que ça? Dans notre émission qu'on prépare depuis ce matin. À 50% à moi. Bon, voilà, c'est une copro. C'est le documentaire dont on parle depuis des semaines et des semaines. Vous savez, ce documentaire à la gloire de Melania Trump qui sort demain aux États-Unis. Oui. Et c'est un événement. Alors, est-ce que ça peut empêcher Trump de frapper? Alors, cette conversation paraît un peu surréaliste, j'en conviens. Mais regardons l'agenda de Trump aujourd'hui, qui nous est communiqué par la Maison-Blanche. En début de matinée, il reçoit un briefing des services de renseignement. Ça, c'est assez habituel. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Puis, il a une réunion de son gouvernement à 17h heure française. Donc là, ils seront tous les ministres autour de Trump. À 21h heure de Washington, projection du documentaire consacré à Mélania à la Maison-Blanche. Et demain, sortie en avant-première dans les salles de cinéma américaines avec Donald Trump qui promet d'assister à la première projection. C'est une théorie qui peut paraître un peu fumeuse, mais est-ce que, alors que il y a un plan com autour de la First Lady qui est mis en place depuis des semaines, Donald Trump va aller le torpiller en attaquant l'Iran ce soir? J'en doute. Il y a un deuxième facteur, il y a le facteur Mélania, bon, on peut en sourire un petit peu si la situation n'était pas si grave. Il y a un autre facteur, c'est les marchés. La bourse de New York fermera demain soir à 22h30. Il serait judicieux de la part du président des États-Unis, s'il intervient, d'attendre, que le film sur Mélania soit sorti, que les marchés soient fermés pour ne pas entraîner l'économie mondiale dans la tourmente. Grandeur et misère de la politique face à des enjeux géopolitiques majeurs avec des gens qui meurent quand même. Hein. La décision, elle est bien sûr militaire, très compliquée à prendre. Et j'entends tout à fait vos arguments sur le peuple iranien et sur l'organisation terroriste. Enfin, le Hezbollah, le Hamas, la France n'est pas intervenue. Si on se met à intervenir contre toutes les organisations terroristes, c'est des positions morales, mais
Mais en même temps... C'est le président américain qui s'est avancé. Non mais vous faites comme si c'était nous qui allions décider si oui ou non c'était bien pour les États-Unis. Le problème, c'est que le président de la première puissance mondiale s'est avancé à plusieurs reprises. Mais ma question est de savoir si c'est positif ou pas. Ma question est de savoir si c'est positif ou pas. Non mais c'est pas ce que vous dites. Donc là, il y a un moment, quand vous engagez la parole, normalement, la politique, tu as un récit, un discours performatif. Donc quand tu es président de la première puissance, dans la première puissance mondiale, et que tu dis « allez-y les gars » aux manifestants, normalement tu t'engages. Quand tu dis là, tu fais avancer les uns et les autres pour dire « on va frapper les têtes de Khamenei, les Pasdaran, etc. » Normalement tu t'engages. Par contre, ce qui me paraît totalement baroque, c'est que tu n'as jamais entendu un Israélien dire « eh ben là, on va mettre des beepers truqués et vous allez voir ce que vous allez voir. » On a l'impression qu'il les prévient. C'est ça qui est grotesque en fait. On est pris dans le show grotesque. Parce qu'il croit qu'en la force. Et ce que raconte Grégory Philippe, c'est l'acmé du grotesque. C'est-à-dire que dans ce show de népotisme ahurissant où il s'est déjà enrichi tant et plus, il a enrichi toute sa famille, il y a aussi le film de sa femme et les Iraniens... Mais je voulais juste terminer, je voulais juste terminer mon propos parce que j'ai du mal à terminer. Vous allez la voir, non, arrêtez de râler tout le temps, vous avez la parole. Je soupçonne, c'est de vous à moi, personne ne nous écoute. Je soupçonne Isabelle Saporta de ne pas porter Trump dans son cœur. Je dis ça, je dis rien. Non, et la décision est également très importante sur le plan économique parce que hier soir, j'ai écouté la conférence de presse de Jérôme Powell, le président de la Fed, qui n'a pas baissé ses taux d'intérêt contrairement à ce que voulait Trump. Et beaucoup de questions lui ont été posées sur l'intelligence artificielle, la croissance, l'emploi. Et le seul moment où il a exprimé une inquiétude, c'est l'Iran. C'est le pétrole. Parce que si vous avez une intervention qui dure, avec un embrasement de la région, pour le coup, nous serons touchés économiquement. Oui, mais il faut... Tous les pays... Non, mais j'apporte ça au débat. C'est une information. Après, on peut avoir je suis pas décisionnaire. Hein. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut avoir un contre-argument qui est justement qu'aujourd'hui, le prix du pétrole est bas. Donc il n'y a pas de risque, si vous voulez, de choc. Vous avez vu le cours depuis 48 heures ? Oui, il est au plus haut depuis 1 an et demi. À chaque fois qu'il y a eu des interventions dans la région, rappelez-vous la guerre en Libye en 2011, les interventions en Iran l'année dernière, en juin, avec la guerre des 12 jours, le prix du pétrole n'a pas tellement augmenté. Je rappelle que le pétrole iranien, il n'est pas compté dans l'offre mondiale puisqu'il est sous sanction occidentale. Donc en fait, il profite principalement aux Chinois ou alors à des exportateurs peu scrupuleux sur l'origine. Donc je pense pas que ça soit... Et d'ailleurs, je reviens là-dessus, juste un instant. Quand on dit guerre pour le pétrole, moi j'y crois pas tellement. Hein. Si vous prenez le parallèle avec l'Irak, rappelez-vous en 2003, on disait en fait les Américains, la démocratie s'en fiche. Ce qu'ils veulent vraiment, c'est le pétrole irakien. Si vous faites le bilan 20 ans plus tard, le pétrole irakien, il est exploité par qui ? Les Russes et les Chinois. Il n'y a pas une firme américaine qui est en Irak. Pourquoi ? Parce que le pétrole irakien est finalement très compliqué à organiser et ils n'ont pas donc du coup profité de l'investissement en sang et en finances qu'ils ont mis dans l'Irak. Donc aujourd'hui, est-ce que les États-Unis sont intéressés par le pétrole iranien ? C'est pas complètement évident. Je rappelle à tout le monde que les États-Unis aujourd'hui, c'est un pays qui est producteur de pétrole. Excédentaire. En réalité, ils exportent du pétrole, donc ils n'ont pas vraiment besoin de ce pétrole moyen-oriental. Ouais, je suis assez d'accord. Vous pensez que des opinions un peu caricaturales sur les Américains, la caricature existe partout. Chine, par contre. Oui. Ça par contre, tout à fait. Absolument. Mais je doute que Trump soit un humanitaire. Je vais vous montrer des images. Que Trump soit un humanitaire. Je vais vous montrer des images. On déplace un tout petit peu le curseur. On va à Mar-a-Lago, en Floride, propriété de Donald Trump, et à Mar-a-Lago se sont rencontrés 2 hommes. Donald Trump, le président des États-Unis, vous allez voir les images, je les appelle, et cet homme à gauche, Robert Fico. Et alors lui, c'est le premier ministre slovaque, et il est très trumpiste, et il est très heureux de se rendre en avion à Mar-a-Lago en Floride parce que il rencontre, je caricature un peu, mais son idole, quelqu'un qu'il aime beaucoup, lui qui est un souverainiste slovaque. Il rencontre Donald Trump et tout se passe bien et c'est formidable. Sauf que la méchante rumeur insidieuse après cette rencontre a émergé. Ouais, apparemment il en est ressorti inquiet de cette entrevue. Il l'aurait dit à des diplomates européens lors, vous le savez, du sommet un peu extraordinaire à Bruxelles il y a tout juste une semaine. Et donc à Bruxelles, il relate à ses diplomates sa rencontre avec Donald Trump. Et il est ressorti un peu choqué. C'est Politico qui relate cette rencontre. Voilà ce qui est écrit dans le magazine américain. Robert Fico semblait traumatisé par sa rencontre avec Donald Trump, a déclaré un diplomate européen. Fico a qualifié Trump de complètement dérangé. C'est la presse américaine donc qui relate tout ça en sourçant plusieurs sources diplomatiques européennes. Robert Fico a tout de suite dénoncé
des mensonges, il dit que c'est pas vrai. Mais quand même, Politico maintient ses affirmations. Oui, et ça repose cette question de l'état de santé psychologique de Trump, qui est une question qui, depuis quelques semaines, est beaucoup mise en avant par les démocrates aux États-Unis, qui disent il est complètement fou, il est instable, certains disent même qu'il est sénile. Je pense qu'il faut se méfier un peu de ce procès. Alors c'est un homme qui a 79 ans, il en aura 80 en juin bientôt. Vous avez vu les allers-retours qu'il a fait ces derniers temps. Il est à Davos. Qu'est-ce que vous insinuez ? Moi, je vais vous envoyer mon père de 85 ans. Non, mais il a l'air très en forme. Je peux vous dire qu'il est plus en forme que vous plus moi additionnés. Non, mais c'est ce que je veux dire. Il est quand même, je trouve, vu de l'extérieur, très en forme. Il communique avec la presse beaucoup plus que Joe Biden, qu'on cachait quasiment à la fin de sa présidence. Lui, il tient une conférence de presse par jour. Donc, il y a cette petite musique qui dit il est fou, il est instable, il est dérangé, etc. Les taches sur ses mains ? Les taches sur ses mains. Honnêtement, je suis pas très client de ce débat parce que je trouve ça un peu téléguidé. Quand on nous a quand même dissimulé l'état de santé de Biden pendant des mois et des mois. Donc, on peut s'interroger. Pendant le premier mandat, je me souviens qu'aux États-Unis, il y a un livre qui était sorti, écrit par d'éminents psychiatres et psychologues qui s'interrogeaient déjà sur la personnalité de Trump. Voilà, là, il y a ces infos de Politico, faut voir. On peut être en bonne santé métaboliquement et intellectuellement dérangé aussi. Alors, il y a quelques signes. Il confond l'Islande et le Groenland. On l'a vu dans ses discours. Dans sa conférence de presse à Davos, effectivement. Voilà. Écoutez, je suis assez partagé sur cette question. Qui souhaite rebondir, Renaud Pilat? Est-ce que vous avez pu examiner le patient Donald Trump? Non, pas du tout, mais ceux qui le fréquentent témoignent quand même, si ce n'est des problèmes de démence sénile ou des débuts d'Alzheimer, comme on l'entend, témoignent une personnalité évidemment totalement excentrique, à la fois guerrière et de temps en temps adulte, en même temps extrêmement enfant. Il parle des lunettes. Il parle des lunettes de Macron. De Macron, et il se comporte comme un enfant qui veut toujours être au centre de tout, oui, mais avoir ses objets. C'est pas nouveau, ça. Est-ce que c'est une pathologie, ça? Non, mais à ce degré-là, en tout cas, certains disent que effectivement, c'est une pathologie. Il arrive, il fait 20 minutes normalement à Davos, il fait 1h40 en ayant un discours qui a quand même montré ses incohérences, avec énormément de mensonges. En revanche, là où moi je considère... Moi j'ai bien aimé le discours de Davos, quand il dit que l'Europe est en train de se prendre le gadin de son histoire, j'ai bien aimé, moi, je trouve... Ça gratouille, non mais tout le monde a dit c'était scandaleux, on adore dire du mal de Donald Trump. Parfois, au milieu de ces incohérences, il y a des choses qui sont magnifiquement pertinentes. Non, mais sur 1 heure et demie, oui. Voilà. Mais je termine juste. Pensons contre nous-mêmes. Pensons contre nous-mêmes. Ouais, bon. Enfin, moi, je vois pas bien ce qu'il y a de pertinent. Mais la dernière chose, c'est que moi, l'argument pour moi ne tient pas. Trump ou pas Trump, de toute façon, c'est pas le problème. La ligne stratégique, J.D. Vance, il est pas en démence sénile. Non. Stephen Miller, le bras droit stratégique de Trump, il est pas en démence sénile. C'est juste un extrémiste. Tout le clan de Trump, la révolution néo-impérialiste, ultra-conservatrice, d'extrême droite, mais elle est tenue par tous les hommes du régime. Tous les hommes du régime. Ils souhaitent s'exprimer. Et ils sont pas de la démence sénile. Guillaume Lagarde entre 35 et 55 ans. Guillaume Lagarde. Non, sur l'aspect psychologique, moi, j'ai pas l'impression, je trouve que c'est un peu du réchauffé. Depuis que Trump est entré en politique, il a un côté complètement exceptionnel. Je veux dire, personne n'a fait ça jusqu'ici. Rappelez-vous son premier mandat, ses discours électoraux étaient aussi complètement décousus. Il ne suit jamais ce qu'on lui dit, il part dans des anecdotes personnelles, des digressions. C'est un peu la marque de fabrique de Trump. Alors, pour moi, la vraie question, c'est plutôt, à partir du moment où on commence à considérer sa psychologie, est-ce qu'on met de côté son idéologie? Et je pense que là, il y a un vrai sujet. Parce que Trump, il a un côté un peu creux. Dans le sens où ça n'a jamais été un idéologue. Vous savez qu'il a commencé sa carrière comme démocrate. Aujourd'hui, il est républicain très conservateur. C'est quelqu'un qui ne lit pas. C'est quelqu'un qui n'a pas de formation idéologique très profonde, comme par exemple George Bush, le second, le fils à l'époque, on avait pu en avoir une. Et justement parce qu'il est creux, et là, je suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous dites, Renaud Pilat, justement parce qu'il est creux, il agrège autour de lui des personnes et des courants du Parti républicain très divers, parce qu'il n'est pas vrai de dire que le Parti républicain aujourd'hui est complètement néo-impérialiste et réactionnaire. Vous avez quelqu'un comme Marco Rubio qui était hier au Sénat, il tient un discours qui est assez classiquement républicain, c'est un conservateur réganien. Et donc ce qui est intéressant avec Trump, c'est que justement par sa vacuité, je dirais, idéologique, il fédère en fait autour de lui et il anime, parce que à côté de cette vacuité idéologique, il y a une attitude de showman qui fait qu'on est à la limite en permanence de la politique et du spectacle. Ce que vous disiez tout à l'heure, c'est vrai qu'il attire le regard. Mais c'est justement ça qui fédère
tous ces courants. Et la vraie question, je pense, c'est, dans 2 ans et demi, que se passera-t-il avec ce conservatisme républicain? Est-ce que quelqu'un arrivera à les fédérer comme il le fait lui? Moi, je ne crois pas du tout, par exemple, que Vance ait les mêmes qualités que... Il y a un très gros socle MAGA. Il y a un très gros socle électoral MAGA qui ne reviendra pas en arrière. Je voudrais juste dire, les amis, qu'on voit dans le bas de notre écran, Trump est complètement dérangé. Signé Robert Fico, le Premier ministre slovaque. Le Premier ministre slovaque a totalement démenti avoir dit cela à 5, vous l'avez dit, mais je le répète parce que je voudrais pas que l'ambassade de Slovaquie nous appelle énervés. Non, mais bien sûr, puisqu'on parle attention aujourd'hui. Puisqu'on parle de Donald Trump, parole à l'un de ses opposants, il y a quelque chose qui a retenu notre attention au cours de la nuit, c'est une chanson, et on voulait la partager avec vous, c'est Bruce Springsteen qui l'a dévoilée hier soir, une chanson écrite en urgence, ça s'appelle Streets of Minneapolis. Alors je vous laisse deviner le thème, vous allez voir musicalement c'est très beau, c'est du boss pur jus. Quant au texte, c'est extrêmement puissant. Vous l'écoutez, forcément vous voulez vous le faire écouter en anglais, promis on vous traduit après. Il y a une personne ici qui se lève le matin, Springsteen, et qui se couche, Springsteen. C'est Grégory Phillips. Alors, avant d'écouter le spécialiste de Springsteen en France, Grégory Phillips, d'abord les paroles, parce que c'est extrêmement puissant, je le disais. Alors, je ne sais pas si on nous a attendu. Dans les paroles, il parle quand même à un moment donné sous les bottes d'un occupant. Il parle de l'armée privée du roi Trump. Et voilà ce que ça donne, ce que vous avez écouté. Durant l'hiver de 2026, nous nous souviendrons des noms de ceux qui sont morts dans les rues de Minneapolis. Les sbires fédéraux de Trump ont tabassé son visage et sa poitrine. Puis nous avons entendu les coups de feu. Et Alex Pretty, donc c'est cet infirmier qui est mort samedi soir, gisait dans la neige, mort. Ils ont invoqué la légitime défense. Monsieur, ne croyez pas ce que vous voyez. Il y a ces sifflets, ces téléphones et notre sang et nos os qui coulent. Maintenant, ils prétendent être là pour faire respecter la loi, mais ils bafouent notre droit. Cette chanson, donc je le disais, a été écrite en urgence. Oui, il l'a écrite samedi, enregistrée dimanche et diffusée hier soir sur tous les réseaux. Alors, moi je pense, Eric, qu'il faut toujours dire d'où on parle. Donc je vais vous dire d'où je parle. Ça fait 25 ans que je vais voir Springsteen dès qu'il fait un concert. J'ai un Bruce Springsteen en carton dans ma cave. Pour vous donner un peu l'idée de... Je vous soupçonne de bien aimer Bruce Springsteen. Voilà. Non, pour vous dire que je suis absolument pas objectif sur ce que je vais vous dire maintenant. C'est une chanson incroyable. C'est une protest song à la Bob Dylan. D'ailleurs, notez que Dylan est du Minnesota et on entend quasiment la voix de Dylan dans les mots de Springsteen avec une écriture absolument parfaite où il y a des jeux de mots sur ice, la glace et le feu. Le rythme est incroyable et c'est pas très étonnant de la part du boss. C'est-à-dire que après la mort de Ronnie Good lors d'un concert, il avait dédié son concert à Ronnie Good. Là, il sort. La première qui a été tuée à Minneapolis. En début d'année, là, il sort cette chanson pour dénoncer Ice, Trump et rendre hommage à Good et Pretty. Et c'est une nouvelle protestation. Moi, j'en retiens 3 dans l'histoire de Springsteen, 50 ans de chansons. Souvenez-vous, Born in the USA, pour dénoncer le sort réservé aux vétérans du Vietnam. Le message n'avait pas été très bien compris à l'époque, mais chanson incroyable. American Skin 41 Shots en 99. Il y a un migrant guinéen qui se fait descendre par les policiers de New York, qui lui tire 41 balles dans la peau. Springsteen fait une chanson absolument incroyable qui a vraiment réveillé les consciences. Et là, même chose sur ce qui se passe à Minneapolis. On vous invite à l'écouter sur toutes les plateformes, sur le site officiel du boss d'ailleurs de Bruce Springsteen. C'est une merveille. Merci.